Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes désolés de vous faire attendre. Nous attendons le recteur. Mais en attendant le recteur, je pense qu'on va pouvoir donner au moins quelques mots d'introduction pour patienter en attendant le recteur. D'abord, merci d'être venus si nombreux pour une séance du séminaire d'économie politique où d'habitude nous nous réunissons dans une petite salle à 20 personnes. Évidemment, c'est le sujet et l'orateur qui a provoqué ce regain d'intérêt et cette assistance. Merci à Thomas Piketty d'être venu à Genève à notre invitation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Thomas, qui doit être probablement l'économiste le plus connu au monde? Il doit y avoir que Stiglitz au maximum qui doit pouvoir rentrer dans ta catégorie de notoriété, mais il est plus sur le déclin, alors que toi, tu m'as l'air d'être plus sur la montée. J'aime beaucoup le fait, et on en a parlé dans la masterclass à l'instant, que tu te présentes comme chercheur en sciences sociales plutôt qu'économiste, ce qui, à mon avis, témoigne d'une ambition intellectuelle qui est bienvenue dans notre profession, qui des fois en manque parfois un peu trop. Tu es le grand spécialiste reconnu mondialement des inégalités. C'est un sujet, un thème que tu as contribué à mettre au centre des débats, non seulement académiques, mais aussi politiques, au centre des discussions dans la société. Et je trouve que ça, c'est un très grand service que tu as rendu à l'ensemble de la société. Je le relisais avant de venir ici, je relisais ce qu'avait écrit un journaliste en titre dans un article du Télégraphe. C'était, je cite, Thomas Piketty is back. Thomas Piketty est de retour, plus dangereux que jamais. Personnellement, si on me demandait une liste d'économies dangereuses, j'en ferais une sans trop de difficultés. Je peux t'assurer que tu n'es pas dessus. Voilà. Tu viens pour ce nouveau livre qui s'appelle Capital idéologique, que j'ai lu avec non seulement beaucoup d'intérêt, mais beaucoup de plaisir. J'espère que tu m'en veux pas si je te dis que le livre est beaucoup plus agréable à lire que le précédent. Le précédent était très intéressant, mais parfois un peu aride, alors que celui-ci est vraiment très très agréable et surtout ne cède en rien sur l'importance scientifique de ce que tu apportes. Tu quittes un peu une vision économiciste que tu avais peut-être, que je te reprocherais d'avoir un peu dans l'autre livre, qui était un peu, nous avons un équilibre économique qui peut être injuste, mais nous avons des manières de rendre l'équilibre plus juste grâce à la taxation et la redistribution, qui en gros disait, voilà, on a l'équilibre économique, mais on peut agir dessus. J'ai l'impression que, et je suis certain que dans ce livre-là, tu quittes cette approche et tu rentres un peu plus dans les institutions de ce que sont le capitalisme, avec des propositions très précises, des choses qui ont à voir avec le capitalisme réellement existant, une ouverture historique encore plus grande que celle que tu avais dans le livre précédent, une couverture géographique beaucoup plus grande qui amène à considérer des sociétés très différentes des sociétés occidentales. Et je trouve que c'est vraiment un très très grand apport de cet ouvrage, qui je pense est vraiment un ouvrage très très important. Je le verrais même comme plus important que le Capital au XXIe siècle, et je pense qu'il va être amené à avoir un succès largement équivalent à celui de ton précédent ouvrage. Et donc, est-ce que monsieur le recteur est là? Oui, monsieur le recteur est là. Et donc, avant de céder la parole à Thomas, je pense que nous allons avoir le mot de bienvenue de Yves Flukiger, le recteur de notre université. Merci beaucoup, je suis désolé. J'étais à une remise de diplôme de la faculté d'économie et de management, mais je ne pouvais pas rater cette conférence, donc j'ai traversé la plaine extrêmement vite, mais j'ai atterri dans un autre auditoire où je voyais Thomas, puis je disais, tiens, c'est génial, mais il n'y avait personne au pupitre. Mais évidemment, il y a foule ce soir, mesdames et messieurs, et énormément de gens qui attendent encore devant cet auditoire, et dans l'autre auditoire aussi, qui me disent, mais monsieur le recteur, il n'y a pas suffisamment de place. Je leur dis, oui, il n'y a pas suffisamment de place, mais construisez-nous des bâtiments supplémentaires. Voilà, bon. Bref, Thomas Piketty, je suis vraiment, au nom de l'Université de Genève, extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir ce soir, parce que je crois que vous incarnez l'économie politique dans toute sa nécessité,
la politique économique. C'est peut-être un domaine de l'économie qui avait été un tout petit peu mis de côté à travers l'évolution de disciplines qui devenaient de plus en plus formalisées, mathématisées, ce qui ne me rebute pas, Monsieur Piketty, mais vous avez voulu avoir une autre conception de l'économie, celle qui est précieuse pour la société, celle qui est basée sur des évidences, celle qui est basée sur des faits, pour ensuite effectivement émettre des recommandations, émettre des propositions de politique économique dont nous n'avons plus que jamais besoin. Et c'est à ce titre que je voulais absolument être présent ce soir, M. Piketty, pour vous entendre, même si après, vers 19h, je crois que j'ai un autre événement qui m'attend. Mais en tout cas, pouvoir profiter de ces premiers moments de votre conférence. J'ai lu vos livres, ils sont magnifiques pour un économiste que je suis encore un tout petit peu, parce que c'est vrai que quand on devient président d'université, c'est compliqué de suivre encore ce genre de littérature, mais c'était vraiment des livres qui sont très, très marquants, et je crois que le fait que vous ayez rempli 2 salles de notre université est très rare. Il y a aussi des gens frustrés, ça je le regrette infiniment. Mais on aura, je pense, l'occasion de les voir en streaming, cette conférence, ou peut-être aussi en différé. Et je salue encore la présence d'un prix Nobel dans la salle. Vous savez que... Monsieur Dubochet. Merci, Monsieur Dubochet, d'être avec nous ce soir, parce que ça montre aussi votre attachement au-delà de votre recherche scientifique, votre attachement à une science qui se veut utile pour la société. Merci infiniment, je vous passe la parole, je ne vais pas dire en plus longtemps. Merci infiniment, puis désolé d'avoir été en retard. Merci. Merci beaucoup Bruno et Yves, merci pour cette invitation. Je suis très, très, très heureux d'être ici à Genève. Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venu en Suisse, mais Bruno a réussi à me convaincre vraiment, c'était important de venir et je suis très heureux d'être ici et pour vous parler de ce nouveau livre Capital et idéologie, dont je vais parler environ 1 heure, et puis après je crois qu'on aura du temps pour des questions et j'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions et débattre de tout cela. Mais d'abord, je veux essayer de vous donner un peu une idée du contenu de ce livre. Donc cette présentation que je vais présenter, là, ça s'appuie sur une partie des graphiques et tableaux qui sont contenus dans ce livre, qui contient 169 graphiques et tableaux. Il y en a une centaine d'autres en ligne qui sont accessibles. Enfin, tous les graphiques, toutes les séries sont évidemment accessibles en ligne. Je vais en présenter qu'une partie, évidemment, aujourd'hui, mais je vais essayer de donner quand même un peu une idée du contenu d'ensemble. Moi, je suis très heureux, Bruno, de ce que tu disais, que ce livre, je crois, est mieux que le Capital au XXIe siècle. Le Capital au XXIe siècle est un peu monomaniaque et un peu, oui, économiciste, un peu pénible même par moments, parce que, non, moi je le dis, voilà, d'autant plus je l'ai écrit, mais voilà, on apprend avec 6 ans de recul, j'espère avoir fait des progrès, j'espère que les suivants seront aussi en progrès, et voilà, c'est un processus d'apprentissage, ça met du temps aussi de se dééconomiciser et de sortir d'une espèce de conditionnement qui parfois peut avoir des bons côtés, mais aussi a beaucoup de mauvais côtés, et donc ce livre est plus historique, c'est aussi un livre, disons, j'essaye dans ce livre de proposer une forme d'histoire à la fois économique, sociale, mais aussi politique et intellectuelle des régimes inégalitaires. Et en particulier, j'essaye d'étudier l'évolution des systèmes de justification des inégalités, avec l'idée générale que tous ces systèmes de justification des inégalités ont toujours, disons, une forme de plausibilité, de vérité qui peut leur permettre de se maintenir un certain temps. Et on ne peut pas simplement les analyser comme un espèce de voile de discours hypocrite de la part des élites pour se maintenir au pouvoir. Il y a toujours aussi des formes d'hypocrisie, évidemment, mais c'est toujours plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça. Il y a toujours une forme de vérité qui, sinon, ferait que le système social s'effondrerait très vite. Alors, ce que montre aussi ce détour par l'histoire, c'est que toutes les idéologies inégalitaires et tous les systèmes d'organisation sociale de l'inégalité économique, patrimoniale, salariale, finissent par être remise en cause toujours beaucoup plus rapidement que ce qu'on imagine sur le moment présent. Donc sous ce détour par l'histoire des régimes inégalitaires, c'est aussi une façon de mettre à distance les idéologies du présent, les systèmes économiques du présent, et de renvoyer, voilà, tous ceux qui disent que rien ne changera jamais et que toute la façon dont est organisée actuellement l'économie est quelque chose de naturel, d'éternel, etc., de les inviter quand même à un peu plus de recul et de regarder ces expériences historiques et d'essayer de voir comment on peut collectivement réfléchir à la suite, sachant que le changement historique
c'est toujours le produit de crises plus ou moins imprévisibles, de crises sociales, de crises financières, de crises politiques, et moi je suis évidemment totalement incapable de prédire la façon dont que prendront ces crises à l'avenir. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura d'autres crises, et que dans les moments de crise, il y a toujours plusieurs chemins possibles, il y a des moments de bifurcation avec plusieurs trajectoires qui peuvent être suivies, et c'est là que ces questions d'idéologie, ces questions d'idées jouent un rôle important. C'est-à-dire que suivant les solutions, les dispositifs institutionnels qui auront été débattus, qui auront fait l'objet ou pas d'appropriation large d'un point de vue social, politique, avant les crises, eh bien, différentes trajectoires peuvent être suivies. Et c'est ce qu'on observe tout au long de l'histoire. Je prendrai l'exemple de la Révolution française, des crises du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la Révolution bolchevique, la Deuxième Guerre mondiale, et il y en aura même dans l'avenir. Donc l'histoire des inégalités, c'est un mélange. Il y a la lutte des classes, la conflictualité joue un rôle, mais c'est aussi l'histoire des idées, des idéologies, et voilà, la position sociale en tant que telle, aussi importante soit-elle, ne suffit pas à déterminer entièrement une théorie de la propriété idéale, une théorie de l'impôt parfait, une théorie de l'éducation juste. Jamais personne n'aura la vérité absolue sur ces questions, et c'est en s'appuyant sur ces expériences historiques, ces expériences collectives, qu'on peut dégager des éléments d'évolution pour la suite. Alors, je ne vais pas présenter tout le livre ici, je veux donner une idée du plan du livre qui comprend 4 parties. Donc là, je décris rapidement. La première partie part des sociétés d'ordre d'Ancien Régime et étudie le passage aux sociétés de propriétaires au XIXe siècle, notamment avec le passage par la Révolution française dans le cas français, mais d'autres trajectoires européennes sont également très importantes. La seconde partie traite des sociétés esclavagistes et coloniales. La troisième partie traite de la chute des sociétés de propriétaires au cours du XXe siècle et des sociétés, du mélange de sociétés social-démocrates, communistes, post-communistes qui ont suivi après la Seconde Guerre mondiale, et la façon dont elles sont rentrées en crise à partir des années 80-90. La quatrième partie étudie la structure des coalitions politiques et des coalitions électorales, et comment, en gros, le système gauche-droite de l'après-Seconde Guerre mondiale s'est graduellement décomposé et aboutit aujourd'hui à cette espèce de fragmentation du paysage politique. Puis je conclus dans le dernier chapitre en indiquant ce qui me semble être des éléments possibles de ce que j'appelle un socialisme participatif, très décentralisé, reposant sur la circulation permanente de la propriété, du pouvoir, du savoir, permettant un dépassement des contradictions auxquelles le système capitaliste actuel est confronté. Il va de soi que ces conclusions ne sont pas les seules possibles qu'on peut tirer des expériences historiques. Moi, mon travail consiste d'abord à étudier l'histoire des inégalités dans toutes ces différentes sociétés. Je me sens obligé, quand même, comme chercheur en sciences sociales, de m'engager, moi aussi, dans le débat, dans la mêlée, et d'indiquer quelles sont les conclusions qui me semblent les plus logiques, compte tenu de ces matériaux historiques, parce que je pense que c'est trop facile de se tenir à distance de tous ces différents systèmes idéologiques, et donc je m'engage dans le débat. En même temps, je ne prétends pas que ce soit les seules conclusions possibles. Je pense que d'autres éléments, d'autres recherches, d'autres cheminements individuels, d'autres délibérations, discussions me feront évidemment évoluer, changer d'avis, et en particulier la discussion qu'on aura tout à l'heure. Si vous allez sur ce site, là, piketty.pse.ns.fr/idéologie, vous trouverez cette présentation, des versions beaucoup plus longues aussi de cette présentation, l'ensemble des graphiques et tableaux du livre, des extraits du livre, et voilà, ça peut même vous donner envie de lire le livre. Alors ça fait 1200 pages, je suis désolé, je m'en excuse. Je pense que c'est néanmoins très lisible, c'est-à-dire que ça peut vraiment être lu, voilà, il n'y a pas de bagage technique particulier, c'est une histoire vivante. Bon, ça demande un petit peu de temps, mais bon, en même temps on n'est pas pressé et on peut le lire tranquillement par morceaux, suivant ce qui vous intéresse. Donc il y a des parties entières dont je ne vais pas parler aujourd'hui, par exemple le chapitre sur l'Inde, chapitre 8, qui est un des chapitres qui m'a demandé beaucoup d'attention, et je pense que c'est un cas très important de rencontre entre une logique inégalitaire très ancienne, celle du système de caste en Inde, et une logique coloniale consistant à mettre dans les boîtes des recensements coloniaux organisés par la puissance britannique des catégories anciennes, et finissant par leur donner une force et par rigidifier
finalement des catégories sociales qui n'étaient pas forcément aussi bien définies auparavant. Il y a d'autres aspects comme ça dans le livre dont je ne vais pas pouvoir parler aujourd'hui, mais qui peuvent éventuellement vous intéresser. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur ces quatre points-là, qui déjà fait un assez gros programme. Premier point va concerner ce que je décris ici comme l'échec de la Révolution française, c'est-à-dire pourquoi la promesse d'égalité faite par la Révolution française finalement débouche sur une concentration croissante de la propriété et d'une certaine façon du pouvoir économique tout au long du XIXe siècle jusqu'en 1914. Ensuite, la façon dont les mobilisations sociales et les crises du XXe siècle ont conduit à une très forte réduction des inégalités au cours du XXe siècle. La troisième partie traitera de la remontée des inégalités depuis les années 80-90, avec encore là des chocs qui sont d'abord reflètent des évolutions politiques et idéologiques, notamment la chute du communisme soviétique, le reaganisme et la promesse de dynamisation de la croissance par le discours réganien dans les années 80, promesse de prospérité qui ne s'est pas entièrement réalisée comme ça avait été annoncé, et les deux phénomènes, désillusion post-communiste et désillusion post-réganienne, conduisant finalement aujourd'hui, à la fin des années 2010, à des formes de déception et qui nourrissent finalement des formes de repli nationaliste et identitaire qui ne sont pas exactement les mêmes que pendant la première moitié du XXe siècle, mais qui ont quand même des points communs. Et je finirai dans la quatrième partie par indiquer des pistes possibles de sortie de crise apaisée. Alors, ce n'est pas que je crois particulièrement dans les possibilités de sortie de crise parfaitement apaisée, mais dans tous les cas, que les choses évoluent de façon plus ou moins apaisée ou plus ou moins violente. Je pense qu'il y a un besoin de penser le social-fédéralisme, c'est-à-dire une organisation de la mondialisation, des relations entre États-nations différentes de celles qu'on a actuellement, et d'autre part, le socialisme participatif avec des formes de circulation de la propriété différentes de celles qu'on a actuellement. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier point sur ce que j'appelle ici l'échec de la Révolution française. Donc il y a une promesse d'égalité qui est faite au moment de la Révolution française, qui n'est pas simplement une promesse, il y a une réalité en particulier d'égalité juridique formelle, la fin des privilèges fiscaux, juridictionnels de la noblesse, du clergé, et puis une égalité au moins théorique, notamment face au droit de la propriété, le fait que tout le monde en principe puisse accéder à la propriété, et puis en pratique il y a une réalité qui est une concentration extrêmement forte de la propriété, un durcissement par bien des aspects du droit de propriété au cours du XIXe siècle, à la fois sur la scène domestique, mais aussi sur le terrain international, avec les accumulations coloniales, et j'évoquerai le cas de la compensation financière aux propriétaires d'esclaves lors des abolitions comme une forme extrême exprimant cette espèce de sacralisation de la propriété qui devient un peu presque comme une nouvelle religion, et qui explique dans une large mesure pourquoi on a cette concentration croissante des richesses tout au long du XIXe siècle et jusqu'à finalement la Première Guerre mondiale. Donc je commence par ce premier graphique qui repose sur un travail assez important dans les archives successorales parisiennes et françaises. Vous avez en bleu, en haut, la part des 1% les plus riches dans le total des propriétés. Alors c'est toutes les formes de propriété qui existent dans le système légal de chaque époque. Donc c'est la propriété immobilière, terrienne, mais aussi financière, professionnelle, nette de dette. Et donc vous voyez, tout au long du XIXe siècle, en fait, la part des 1% les plus riches, à Paris, c'est un cas particulièrement extrême, vous atteignez pratiquement 70% à la veille de 1914, détenus par les 1% les plus riches, et donc encore plus élevé qu'au moment de la Révolution française. Et il faut attendre finalement le XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pour voir une certaine déconcentration de la propriété, avec une légère remontée des inégalités depuis les années 80-90 qui reste limitée par rapport au niveau du XIXe siècle. En même temps, je veux insister sur ce graphique sur le fait que la baisse de la part des 1% les plus riches dans la propriété totale, à la fois c'est une réalité, enfin, c'est même assez spectaculaire, et en même temps il ne faut pas en exagérer l'ampleur, puisque disons, c'est une baisse qui s'est faite principalement au profit des 20, 30, 40% suivants, alors que si vous regardez les 50% les plus pauvres, vous voyez que même aujourd'hui, ils vont posséder entre 6 et 7% du total des propriétés, c'est-à-dire 3 ou 4 fois moins que les 1% les plus riches, alors même que les 50% les plus pauvres sont quand même 50 fois plus nombreux que les 1% les plus riches. Donc ça donne quand même une idée de l'hyperconcentration de la propriété. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'auriez pas au niveau du revenu. Sur les revenus, les 50% les plus pauvres vont avoir 20%, mettons, du revenu total, ce qui est déjà moins que 50%, mais n'est pas ridiculement bas.
Et donc ça correspond au fait que l'échelle des salaires, l'échelle des pensions de retraite, l'échelle des revenus est moins extrême que l'échelle du capital et des revenus issus du capital, qui est toujours resté malgré tout extrêmement concentré. Donc il faut pas, la diminution des inégalités au cours du XXe siècle, en particulier dans le cadre des sociétés social-démocrates de l'après-Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas en exagérer la portée. C'est-à-dire qu'on est resté à un niveau de diffusion de la propriété très limité. Je précise que ce que je décris là, ce n'est pas un phénomène lié à l'âge. C'est-à-dire que ce n'est pas que les jeunes sont pauvres et s'apprêtent à devenir riches. En fait, vous avez ce même type de graphique. Si vous regardez, je le montre dans l'annexe en ligne du livre, vous avez les mêmes graphiques si vous regardez la concentration des propriétés parmi les 20-35 ans, parmi les 35-50 ans, ou parmi les plus de 65 ans. C'est très légèrement plus faible par tranche d'âge que quand vous regardez toute la population, mais vous avez toujours ce résultat que à l'intérieur de chaque groupe d'âge, que la part des 50% les plus pauvres est 3, 4, 5 fois plus faible que la part des 1% les plus riches, y compris aujourd'hui. Donc, par rapport au 19e siècle, la part des 50% les plus pauvres, elle est aujourd'hui entre 6 et 7%. C'était 2% au 19e siècle. C'est un progrès, incontestablement. Mais bon, voilà, pour 50% de la population, ça reste quand même limité. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut avoir en tête. Et si on pense à des évolutions pour la suite, est-ce que c'est vraiment le seul horizon possible d'avoir la moitié de la population, ou parfois les 2 tiers de la population qui ne possède presque rien? Bon, on peut imaginer des formes différentes de circulation de la propriété. J'en reviendrai là-dessus à la fin. Mais pour l'instant, je voudrais me concentrer sur la période du 19e siècle et pourquoi, finalement, vous avez cette concentration croissante de la propriété au 19e siècle et pourquoi la fin des privilèges fiscaux, de la noblesse, du clergé ne permettent pas de diffusion de la propriété. La première explication, c'est simplement qu'on n'essaye pas vraiment. C'est-à-dire qu'au moment de la Révolution française, quand les biens ecclésiastiques sont nationalisés, ce n'est pas pour les redistribuer aux paysans sans terre, on les met aux enchères. Et ceux qui les acquièrent sont ceux qui ont les moyens pour aller aux enchères, donc ça va être les personnes qui ont déjà de la propriété, nobles ou bourgeois. Donc finalement, ça renforce la propriété privée à son sommet, mais ça ne diffuse pas la propriété. Plus généralement, tout au long du XIXe siècle, il y a un refus de toute forme de redistribution de la propriété. Il n'y a jamais de réforme agraire, au sens où on va le voir au XXe siècle dans un certain nombre de pays, où on va dire, au-delà de 200 hectares, au-delà de 2000 hectares, on va redistribuer aux paysans sans terre. Il n'y a jamais de tentative explicite de cette façon-là au moment de la Révolution française. Il y a des propositions d'impôts progressifs que je veux quand même mentionner au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que l'idée d'utiliser l'état de droit et des barèmes d'imposition prévus à l'avance pour limiter les inégalités de revenus de patrimoine, c'est une idée qui s'exprime très fortement au moment des Lumières, mais ces propositions ne sont pas adoptées. Alors c'est intéressant, vous voyez là, j'ai mis une proposition d'impôt progressif sur le revenu, une autre d'impôt progressif sur l'héritage. Il y avait d'autres propositions. Condorcet, par exemple, avait des propositions d'impôt progressif. Vous avez aussi Thomas Paine, qui était un révolutionnaire anglo-américain célèbre, qui proposait d'utiliser un impôt progressif sur la succession pour financer une dotation en capital, et notamment une dotation en propriété terrienne pour tout le monde. Donc en termes d'idées, il y avait des idées qui étaient là à ce moment-là, mais les rapports de force au moment de la Révolution française font que ce genre d'idée n'est pas retenu. Et en fait, ce qui va être décidé au moment de la Révolution française, par exemple pour ce qui concerne la fiscalité sur les successions, ça va être tout au long du XIXe siècle un impôt strictement proportionnel qui va être de 1%. Que vous transmettiez 1000 francs de patrimoine ou 100 millions de patrimoine, c'est 1%. Et il y a des débats pendant la Révolution, en 1848, au début des années 1870, avec le retour et l'application réelle pour la première fois du suffrage universel en France. Il y a évidemment beaucoup de débats disant, bon, quand même, 1% pour tout le monde, on pourrait peut-être faire 2%, 3%, 4% sur les plus hautes fortunes. Mais vous avez toujours des voix qui disent « Ah non, pas 2%, 3%, 4%, parce que si vous commencez à tirer un fil dans cette direction, vous ne saurez pas où vous arrêter, et tout ça va finir très mal, dans un espèce de chaos généralisé, et donc il ne faut pas commencer. » Donc finalement, ce type de propositions vont être appliquées, en fait, c'est très proche de ce qui sera finalement appliqué au XXe siècle dans de très nombreux pays. C'est très proche de propositions qui peuvent être débattues aujourd'hui par des élus démocrates aux États-Unis, par Warren, Sanders, qui proposent de revenir à des formes d'impôts progressifs qui ont été appliquées aux États-Unis tout au long du XXe siècle, des années 20 jusqu'aux années 70-80, mais au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on ne veut pas en entendre parler, avec cet argument très fort de dire, voilà, si
si vous commencez à remettre en cause l'échelle des propriétés, l'échelle des revenus, au nom de principes de justice sociale, certes très sympathiques, mais sur lesquels aucun consensus ne pourra se faire, la société va sombrer dans le chaos, et finalement les plus pauvres en font les frais. Alors, évidemment, il y a toujours une forme d'hypocrisie dans ce type de discours, mais en même temps, après tout, ça n'avait jamais été essayé à l'époque. Donc c'est vrai que voilà, tant que ça n'a pas été essayé, grandeur nature. Alors aujourd'hui, on peut avoir parfois ce type de discours, ça me semble plus compliqué à tenir dans la mesure où il y a eu des expériences historiques très réussies au XXe siècle utilisant ce type de dispositif. Mais bon, il y a une certaine forme parfois d'amnésie historique aussi et de refus de regarder ces expériences. Un autre exemple qui illustre l'espèce de sacralisation de la vision de la propriété qu'on a au XIXe siècle. Donc il y a le refus absolu de la progressivité fiscale, l'idée vraiment d'un impôt complètement proportionnel. Il y a aussi un exemple que je trouve encore plus frappant, qui est au moment des abolitions de l'esclavage, la façon dont on va vouloir, de façon systématique, compenser financièrement les propriétaires d'esclaves et non pas les esclaves. Donc un cas particulièrement frappant, c'est le cas d'Haïti. Donc Haïti, qui était Saint-Domingue au XVIIIe siècle, qui va devenir Haïti en 1804, lors de l'indépendance de l'île. Donc, au XVIIIe siècle, c'était vraiment la perle des colonies, des îles aux esclaves françaises, avec des productions de sucre très importantes. Et vous avez voyez, une expansion très rapide, avec beaucoup de transports d'esclaves extrêmement importants tout au long du XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution française, vous avez 1,5 million d'esclaves à Haïti, plus de 90% de la population. Donc, voilà, même avec un appareil répressif très fort, c'est quand même compliqué à tenir. Et il y a une révolte d'esclaves se met en place en 1790-1791 qui va triompher, qui va mettre les propriétaires dehors. L'Assemblée à Paris va finir par reconnaître l'abolition de l'esclavage en 1794, mais en vérité, ils n'ont pas le choix parce que les propriétaires ont été mis dehors. Ensuite, l'esclavage va être établi sous Napoléon, et puis il faut attendre 1848 pour que l'esclavage soit finalement aboli dans les autres îles esclavagistes françaises, en particulier la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, où il y avait aussi 80-90% d'esclaves à l'époque, donc vraiment une hyper-concentration d'esclavagistes. Haïti va déclarer son indépendance en 1804, mais quand finalement la monarchie française, en 1825, va reconnaître l'indépendance, va accepter de reconnaître l'indépendance d'Haïti, c'est uniquement à la condition que Haïti repaye à la France, pour le prix de sa liberté, une très forte dette publique qui, en 1825, va être fixée à l'équivalent de à peu près 3 années de production d'Haïti à l'époque, donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB, ce qui évidemment est un montant énorme qui ne peut pas être remboursé par définition en une seule année ou même en quelques années. Donc les banquiers français vont arriver, vont proposer de refinancer tout ça moyennant taux d'intérêt, et finalement, eh bien, Haïti va se traîner cette dette jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'aux années 1950. Et encore en 2004, quand Jacques Chirac hésitait à aller à Haïti pour le bicentenaire de la Révolution française, de l'indépendance d'Haïti en 1804, les diplomates français l'en ont dissuadé en lui disant « Tu sais, on va te demander des comptes, on va te demander de l'argent, tout ça, il ne faut mieux pas mettre les pieds dans ce pays ». Donc voilà, c'est une histoire qui nous poursuit, et qui est une histoire, c'est une histoire étonnante, parce que quand même, c'est vrai que demander comme ça à un pays de payer pour compenser les propriétaires d'esclaves, pour avoir voulu être libre, mais à l'époque, ça se passe comme ça dans chacune des abolitions. C'est-à-dire, si on regarde de façon générale l'évolution du système esclavagiste atlantique au XVIIIe, au XIXe siècle, donc vous avez d'abord les abolitions dans les îles françaises et britanniques. Bon, il y a le cas d'Haïti qui se libère tout seul, il y a l'abolition dans les îles britanniques en 1833, puis l'abolition dans les îles françaises en 1848. Ensuite, le système esclavagiste va prendre une ampleur encore plus importante dans le sud des États-Unis, et c'est finalement la guerre civile de 1861-1865 qui va y mettre fin. Et au Brésil, il faut attendre 1888, 1887, 1888, c'est la dernière grande abolition. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que dans chacune de ces abolitions, on part du principe qu'il faut compenser financièrement les propriétaires d'esclaves, donc en particulier l'abolition britannique de 1833, il y a un dispositif très sophistiqué pour compenser financièrement en regardant vraiment la valeur de marché des différents types d'esclaves. Et c'est la même chose en France en 1848, l'abolition, Schlöcher, il voulait absolument des compensations pour les propriétaires. Et tous les intellectuels libéraux de l'époque, Tocqueville par exemple, part du principe qu'il faut absolument compenser les propriétaires d'esclaves, avec un argument qui se veut imparable, qui est de dire si vous commencez à exproprier ce type de propriété sans la compenser, vous ne saurez pas où vous arrêter. Et de fait, son argument peut s'entendre dans le sens où qu'aurait-il fallu faire de quelqu'un qui possédait une plantation avec des esclaves il y a quelques années, qui l'a revendu pour acheter un château dans le Bordelais ou un immeuble à Paris ou un portefeuille financier? Est-ce que lui, on le laisse tranquille, on ne lui demande rien alors qu'il s'est enrichi par l'esclavage? Donc il aurait sans doute fallu, si on réfléchissait aujourd'hui à ce qu'aurait été une abolition juste,
Sans doute, il aurait fallu compenser les esclaves et non pas les propriétaires d'esclaves, déjà. Ce que proposait d'ailleurs Condorcet, proposait une pension pour les vieux esclaves, l'accès à la propriété de la terre pour pouvoir vivre de son travail pour les plus jeunes. Mais pour financer ces compensations aux esclaves, sans doute aurait-il fallu mettre à contribution non seulement les propriétaires d'esclaves eux-mêmes, mais aussi tous les propriétaires importants qui s'étaient enrichis directement ou indirectement à travers l'esclavage. Donc, de fait, ça aurait été une remise en cause assez radicale de la notion d'accumulation de propriété privée sans limite, et ça faisait peur, d'où ce refus d'entrer dans la discussion. Donc, évidemment, les enjeux d'aujourd'hui sont différents. On n'est plus dans ces schémas-là. On a des enjeux aujourd'hui qui peuvent être de régler des problèmes inégalitaires, sociaux d'une autre nature, de faire face aux défis du réchauffement climatique. Mais dans tous les cas, on peut avoir besoin de remettre en cause des droits de propriété sur les ressources naturelles ou des droits de propriété financiers établis dans le passé. Et on a toujours cet argument consistant à dire « Attention, si vous commencez, vous ne saurez pas où vous arrêter ». Alors c'est vrai, c'est compliqué la délibération démocratique pour trouver le bon niveau d'inégalité, le bon niveau de redistribution, savoir où s'arrêter, mais refuser cette discussion politique démocratique, c'est encore plus dangereux et ça conduit à toutes sortes de catastrophes et ça peut encore conduire à toutes sortes de catastrophes. Donc, justement, au cours du XXe siècle, la réduction des inégalités et aussi la prospérité économique et aussi l'augmentation de la mobilité a été rendue possible par une remise en cause d'une certaine forme de régime propriétariste du XIXe siècle et une certaine forme de sacralisation de la propriété. Alors, ça a été le produit de crises. La Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique, la crise des années 30 a eu un énorme impact aux États-Unis dans la remise en cause du système de libre concurrence et de marché non régulé. La Seconde Guerre mondiale. Mais ça a été aussi la conséquence d'un cheminement intellectuel, c'est-à-dire que ces crises aussi se sont appuyées ensuite dans leur débouché politique et institutionnel sur tout un mouvement de mobilisation sociale dans le mouvement syndical, le mouvement socialiste du XIXe siècle, avec des propositions pour la construction d'assurance sociale, d'un droit du travail, de droit social. Donc il y avait beaucoup de propositions qui étaient là, dont la mise en place a été accélérée par les crises, mais qui étaient en préparation. Et c'est peut-être aujourd'hui parfois ce qui manque un peu, c'est-à-dire qu'on peut voir les éléments de crise qui peuvent arriver, mais les éléments programmatiques, institutionnels sont pas toujours complètement à la hauteur. Alors, dans les éléments de réduction des inégalités qui vont avoir un très fort impact au XXe siècle, il y a tout ce qui concerne le développement de l'État social au sens large. Donc là, vous avez sur ce graphique l'utilisation des recettes fiscales, alors tout impôt direct, indirect, cotisation sociale, tout prélèvement obligatoire confondu. C'est la moyenne pour 4 pays européens qui sont en l'occurrence la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède. Bon, il y a des différences entre ces pays, mais il y a quand même un schéma d'ensemble qui est assez proche. Et vous voyez que, au XIXe siècle, les recettes fiscales sont faibles et servent principalement à maintenir l'ordre, la police, l'armée, la justice, la protection du droit de propriété, l'extension coloniale extérieure. Vous avez une montée en puissance des dépenses sociales entre 1870 et 1910 qui est quand même une réalité, puisqu'on passe de 1% à 2%. Les dépenses d'éducation, en particulier, qui étaient inférieures à 0,5%, vont passer à près de 1%, en particulier dans les pays les plus avancés, comme notamment les États-Unis à ce moment-là, sur le plan éducatif. Mais ça reste quand même assez faible, et surtout par rapport à ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire que c'est vraiment après la Première Guerre mondiale et après les années 20, les années 30, qu'on va avoir un développement de l'État social, et notamment un développement de la dépense éducative, donc l'investissement éducatif à long terme, et la force essentiel permettant à la fois l'émancipation individuelle de façon générale, mais aussi la réduction des inégalités par la circulation, la diffusion des savoirs, et également la prospérité économique. Et là, c'est une transformation considérable, puisqu'au XIXe siècle, vous avez la plupart du temps moins de 0,5% du revenu national investi dans l'éducation. Depuis les années 70-80, dans les années 70-80, on va atteindre 6% du revenu national, donc 10 fois plus, et c'est ça qui permet de financer l'accès universel ou quasi universel à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire, et finalement une très forte extension de l'enseignement supérieur. Avec quand même une contradiction, c'est que vous remarquerez depuis les années 80-90, il y a une stagnation, voire une légère baisse de l'investissement éducatif, ce qui, je pense, est une des raisons de fond pour l'abaissement du régime de croissance, et qui est quand même assez paradoxal dans une situation où la proportion d'une classe d'âge allant à l'université a énormément augmenté dans les pays européens,
si vous avez une dépense totale qui stagne, ça veut dire que l'investissement par étudiant diminue et c'est source de frustration sociale et aussi, je pense, un immense gâchis collectif. Mais en tout cas, sur l'ensemble du XXe siècle, on a cet énorme investissement éducatif, un investissement dans les systèmes de santé publics considérables, les retraites, c'est très lié au vieillissement de la population. Donc tout ça va accompagner une accélération de la croissance depuis les années 50 par rapport au rythme qui était celui du XIXe siècle. Ça, c'est l'évolution du niveau moyen de prélèvement. En parallèle, vous avez, à partir du début du XXe siècle, et notamment après la Première Guerre mondiale, une augmentation de la progressivité du prélèvement. Donc là vous avez l'évolution du taux supérieur de l'impôt sur le revenu. Donc vous voyez qu'il y avait essentiellement très peu d'impôt sur le revenu au début du XXe siècle. Et puis, voilà, les choses vont aller très vite. En particulier, les États-Unis vont appliquer dès les années 20 et puis de nouveau avec Roosevelt dans les années 30 des taux de 70, 80, 90% jusqu'aux années 70, 80. Bon, voilà, visiblement, ça n'a pas fait disparaître le capitalisme américain. Bon, c'est une discussion qui est toujours compliquée à avoir et voilà, beaucoup de personnes refusent cette idée, mais bon, ça fait partie de la réalité historique et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est intéressant de voir que la France, en violet, et c'est le tout dernier pays à introduire, enfin dans ce groupe de pays en tout cas, l'impôt sur le revenu, et c'est la loi du 15 juillet 1914, c'est pas pour financer les écoles, c'est pour faire la guerre avec l'Allemagne, c'est la seule chose qui débloque la situation politique au Sénat, et c'est assez triste. Enfin, ensuite, l'impôt sur le revenu sera utilisé pour d'autres choses plus intelligentes que faire la guerre, mais pour finir, politiquement, c'est la seule chose qui débloque la situation. C'est quand même intéressant, parce que la France aime se présenter au monde comme le pays de l'égalité, etc., mais dans la réalité, il y a un refus des élites, en l'occurrence des élites de la Troisième République, pour voter l'impôt progressif sur le revenu, avec des arguments particulièrement spécieux, en gros consistant à dire, bon, nous, on a fait la Révolution française, donc nous sommes déjà le pays de l'égalité, la propriété est déjà morcelée à l'infini, beaucoup trop d'ailleurs, donc on n'a pas besoin d'impôt progressif sur le revenu. Alors que les aristocrates britanniques, la monarchie britannique a vraiment besoin d'un impôt progressif sur le revenu, la Prusse autoritaire encore plus, mais nous qui avons déjà découvert l'égalité, la liberté, la fraternité, à quoi ça pourrait nous servir? Sauf que les données historiques dont on dispose montrent un niveau de concentration de la propriété en France à la veille de 1914 tout aussi extrême que dans les autres sociétés de propriétaires européens. Donc c'est un exemple où on voit comme ça à distance cette espèce d'instrumentalisation de l'histoire nationale pour défendre finalement des intérêts, une vision du monde qui va finir par être remise en cause en France comme ailleurs. Je veux insister sur le fait que parfois on dit oui, mais ces taux très très élevés, par exemple aux États-Unis, ne s'appliquaient à personne. Alors c'est vrai qu'ils s'appliquaient à des très hauts revenus, mais c'est pas tout à fait personne quand même. C'est-à-dire que là vous avez les taux effectifs payés aux États-Unis pendant ces périodes-là. Donc là, c'est en mettant tous les impôts ensemble, non seulement l'impôt sur le revenu, dont je viens de vous montrer le taux supérieur, mais aussi les impôts directs, indirects. Donc la courbe en bleu, c'est l'évolution du taux moyen pour l'ensemble de la population. Donc ça passe de 10% avant la Première Guerre mondiale à environ 30% aujourd'hui. Donc l'État social américain, c'est moins que l'État social européen, qui va être à 40-45% ou plus du revenu national. Aux États-Unis, c'est 30%, mais c'est quand même un triplement sur le siècle. Et vous voyez que pendant la première partie du XXe siècle, cette augmentation du niveau général de prélèvement s'est accompagnée d'une très forte progressivité du prélèvement. C'est-à-dire que le taux payé au sommet de la distribution, par les 1%, les 0,1%, les 0,01%, était beaucoup, beaucoup plus élevé qu'au bas de la distribution. Et ça a permis, si on regarde rétrospectivement ces épisodes, moi je défends l'idée dans ce livre, et je présente des éléments concrets dans ce sens, que ça a permis une très forte réduction des inégalités, avec en même temps une forte croissance aux États-Unis tout au long de cette période, qui s'est en fait abaissée depuis les années 80. Et en même temps, ça a permis aussi de créer une forme de consentement fiscal qui aujourd'hui, justement, est remise en cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je précise que là, les taux qui sont inscrits, ça ne prend que très imparfaitement en compte les utilisations d'optimisation fiscale, les utilisations de paradis fiscaux. J'ai même entendu dire que la Suisse pouvait être concernée et qu'il y a eu des tentatives sous Obama de changer des choses. Mais la vérité, c'est que tout ça n'a pas forcément été beaucoup suivi d'effet ensuite sous Trump. Et ces taux, sans doute, surestiment les taux effectifs réellement payés au sommet de la distribution et des estimations récemment publié par mes amis, collègues Emmanuel Saez, Gabriel Zupan, montre que si on regarde les 400 plus hauts contribuables américains, depuis 2018, ils sont même tombés en dessous du taux d'imposition des 50% les plus pauvres. Et tout ça, enfin, ce sentiment
chez une bonne partie de la population que finalement le sommet de la distribution a arrêté de payer plus que les autres et même parfois peut se retrouver à échapper à l'impôt commun, remet en cause très fondamentalement le contrat social fiscal sur lequel s'est bâti l'État social au XXe siècle. Alors, vous avez un phénomène comparable sur l'invention de la progressivité fiscale sur les successions. Bon, je passe vite. Je veux juste dire que là encore, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont un impôt sur les successions qui monte jusqu'à 70-80% sur les plus hautes successions au milieu du XXe siècle. En France, en Allemagne, les choses sont plus limitées. En partie parce que les redistributions se sont faites aussi par l'inflation, par les destructions. Et bon, finalement, l'impôt progressif, c'est une forme plus pacifique et plus civilisée de redistribution qui a été davantage utilisée dans les pays anglo-saxons et aussi au Japon, qui tout récemment, le Japon a augmenté à 55% son taux d'impôt sur les successions, ce qui est intéressant parce que ce n'est pas un pays, le Japon, qui a une culture politique particulièrement gauchiste, mais qui continue d'être attaché à une forme de progressivité successorale importante. Si vous regardez les causes de l'effondrement de la société de propriétaires d'avant 1914, je veux insister quand même sur la dimension internationale. C'est-à-dire qu'il y a la contradiction ultime du régime d'accumulation du XIXe siècle et d'avant 1914, c'est sans doute cette dimension internationale très très forte. Donc ce que vous voyez là sur ce graphique, c'est l'évolution des actifs possédés à l'étranger par les propriétaires, notamment français et britanniques, donc qui sont les deux principales puissances coloniales de la planète, et qui possèdent, à la veille de 1914, et ensuite ça va s'effondrer très très vite, qui possèdent près de 200% de revenu national, donc l'équivalent de 2 années de revenu national britannique en portefeuille financier ou non financier à l'étranger, et plus de 100% dans le cas de la France. L'Allemagne est loin derrière, n'a pas la tradition coloniale commerciale de la France à le Royaume-Uni, mais en même temps l'Allemagne est devenue, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, la principale puissance démographique industrielle du continent. Et évidemment, ça va créer des tensions, et tout ça va beaucoup contribuer à l'exacerbation des concurrences entre les trois principales puissances étatiques européennes, qui finalement va conduire en partie à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, et à l'effondrement de ce monde. Ce sur quoi je veux insister, c'est vraiment l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que si on regarde, j'ai comparé avec la situation actuelle sur 3 pays qui sont le Japon, la Chine, l'Allemagne, qui sont les pays qui ont accumulé des excédents commerciaux importants ces 30 dernières années, qui font parfois 5-6% du PIB d'excédent commercial. Donc en 20-30 ans, ça permet d'accumuler des réserves importantes à l'étranger, mais ça reste très, très limité par rapport à l'avant 1914. Et puis, ce n'est pas tout à fait le même contexte. C'est-à-dire que les relations, enfin c'est jamais tendre, hein, les relations de propriété au niveau international. Enfin, c'est jamais très tendre les relations de propriété en général. C'est-à-dire que payer son loyer à son propriétaire, une grosse partie de son salaire obtenu après moult diplômes et efforts, c'est toujours compliqué psychologiquement. Mais quand c'est un pays qui paye à d'autres pays des masses de dividendes, d'intérêts de loyer, bon, dans le modèle apaisé des économistes, c'est censé être mutuellement profitable, etc. Mais dans la réalité, c'est quand même compliqué, y compris aujourd'hui, lorsque vous avez des investissements chinois en Afrique ou allemands en Europe du Sud, les choses ne sont pas simples. Mais c'est quand même plus apaisé, relativement, qu'au XIXe siècle et avant 1914, où là, les accumulations françaises et britanniques se font vraiment avec la canonnière. Hein. Donc, dans ces actifs étrangers, vous avez, par exemple, la dette qui a été imposée à Haïti. Bon, ce n'est pas très important dans les portefeuilles financiers français, c'est important pour Haïti, mais moins important pour les portefeuilles financiers français, mais ça en fait partie. Vous avez des dettes qui ont été imposées à la Chine, à l'Empire ottoman, au Maroc, enfin ça fait partie des stratégies d'appropriation coloniale classique. Vous avez aussi des investissements plus réels, bon, le canal de Suez, qui finalement sera nationalisé en 1956. Entre-temps, les actionnaires français et britanniques, depuis les années 1860, touchent des dividendes sur un actif qui a été quand même finalement creusé par des ouvriers égyptiens qui ont été payés ce qu'ils ont été payés. Et finalement, il y a des dividendes à la sortie jusqu'aux années 1950. Donc, vous avez beaucoup d'autres actifs. Vous avez du caoutchouc en Indochine, des chemins de fer en Argentine. Enfin, vous avez une ampleur de possession dans le reste du monde dont on ne voit pas bien comment ça aurait pu continuer à ce rythme très longtemps. C'est ça le message un peu là, c'est-à-dire Première Guerre mondiale ou pas Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale étant elle-même en partie la conséquence des très fortes tensions suscitées par cette réalité, à la fois des tensions à l'intérieur des pays et entre pays, mais en tout état de cause, on ne voit pas très bien comment ça aurait pu continuer très, très longtemps, dans le sens où, si vous regardez la situation du Royaume-Uni et de la France entre 1880 et 1914, les revenus produits par ces accumulations
à l'étranger, ces détentions, ces appropriations à l'étranger, ce ne sont pas toujours des accumulations, rapportent des revenus qui atteignent 10% de revenus nationaux supplémentaires pour le Royaume-Uni, 5% pour la France, et qui permettent à ces deux pays d'avoir en moyenne des déficits commerciaux de 2-3% du PIB permanents de 1880 à 1914, mais en même temps, ces déficits sont financés par les revenus arrivant du reste du monde et permettent de continuer d'accumuler. Donc c'est vraiment la situation où vous payez un loyer à votre propriétaire qui utilise le loyer pour racheter le reste de l'immeuble, et donc ce processus peut continuer comme ça longtemps avec une ampleur qui finalement aboutit sur l'effondrement de ce système. Il va y avoir les indépendances, diverses expropriations, les obligations russes vont disparaître après la révolution bolchevique. Il va y avoir surtout le financement des guerres elles-mêmes. Donc l'énorme chute que vous voyez là pendant la Première Guerre mondiale, c'est le fait que beaucoup de propriétaires français, britanniques vont devoir vendre une partie de leurs actifs à l'étranger pour prêter à leur gouvernement pour financer la guerre, qui elle-même va détruire une partie du capital industriel dans le nord-est de la France, etc. Donc c'est un processus un peu absurde, mais c'est l'histoire de l'Europe à cette période-là. L'autre point sur lequel je veux insister, c'est que donc, ces actifs étrangers, dans une très large mesure, vont être transformés en dette publique. Et donc, vous voyez, si on regarde le graphique sur la dette publique, en gros, c'est la même image décalée de 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire qu'en 1950, vous avez les trois mêmes pays, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont d'énormes dettes publiques, 200-300% du revenu national, donc encore plus que la Grèce aujourd'hui, et sur des économies beaucoup plus importantes, parce que la Grèce, c'est 2% de la zone euro, là c'est les trois principales puissances économiques du continent. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elles s'en sont sorties très vite, elles s'en sont débarrassées très vite, donc voilà, il y a des façons de faire. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ça s'est produit. Donc, dans le cas de la France, c'est beaucoup d'inflation, 50% d'inflation par an de 1945 à 1950, donc au bout de 5 ans, il n'y a plus de dette publique, mais vous avez aussi détruit beaucoup d'épargne populaire, mal protégée contre l'inflation, alors que les portefeuilles financiers ou immobiliers plus importants, investis dans l'immobilier ou investis en bourse, on peut avoir un prix qui suit l'inflation, et donc finalement, l'inflation, c'est un peu un impôt sur le patrimoine des plus pauvres, et ça crée beaucoup de pauvreté du troisième âge dans les années 50 en France, avec finalement la création du minimum vieillesse en 1956. L'État allemand a une solution plus intéressante, consistant à organiser entre 1948 et 1952 un système de prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines privés, immobiliers et financiers, qui sont notamment composés de titres de dette publique, mais pas seulement. Donc, on taxe les plus fortes détentions de dette publique pour réduire la dette publique, mais bon, il n'y a pas vraiment d'autre façon. De toute façon, à un moment, la dette publique, elle n'est pas possédée par la planète Mars. Mais ce que fait l'État allemand à ce moment-là, c'est de faire un barème dépendant du niveau total de patrimoine de chacun, où les plus faibles patrimoines ne payent rien ou presque rien, et ça monte jusqu'à 70, 80, 90% sur les plus fortes détentions. Et finalement, ça va être un immense succès. Alors, l'État allemand n'a pas recours à l'inflation. C'est aussi que dans les années 20, vous voyez, la dette allemande avait été réduite à zéro par l'hyperinflation, sauf que ça avait eu un coût social considérable, et c'est ça aussi qui pousse. Donc il y a quand même des formes d'apprentissage dans l'histoire, alors parfois des formes d'amnésie aussi, mais en tout cas là c'est une forme d'apprentissage, c'est-à-dire qu'entre 1949 et 1952, l'État allemand, les élites politiques allemandes qui sont à l'origine de ces choix, poussées aussi par des forces syndicales qui en même temps mettent en place par exemple un système de propriété des entreprises avec la moitié des droits de vote pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration, si du point de vue de l'actionnaire est quand même complètement sacrilège, puisque ça veut dire que si en plus les salariés ont 10% du capital, ils peuvent faire basculer la majorité, ou si un État régional a une petite partie du capital, il peut faire basculer la majorité. Donc du point de vue du droit classique de la propriété du XIXe siècle, on est complètement en dehors du tableau. Et la Constitution allemande de 1949 est rédigée de façon à rendre possible ce genre de choses. Et en même temps, il y a cette forme d'imposition progressive sur les plus hauts patrimoines qui va être un immense succès dans le sens où ça permet à l'Allemagne, et on a d'ailleurs exactement la même chose au Japon au même moment, entre 1948 et 1952, des impôts très progressifs sur les forts patrimoines japonais pour réduire à vitesse accélérée la dette publique, ce qui permet à ces pays, à partir des années 50-60, d'attaquer la reconstruction avec très peu de dette publique, moins de 20% du revenu national, et donc d'investir dans les infrastructures, dans l'éducation, dans des choses quand même beaucoup plus utiles que rembourser des détenteurs de portefeuilles financiers qui en fait étaient simplement les personnes qui détenaient des actifs coloniaux avant 1914 ou leurs descendants en grande partie, et s'il avait fallu rembourser tout ça sans inflation, etc., on y serait encore aujourd'hui. Donc il y a quelque chose d'ironique dans le fait qu'aujourd'hui les pays comme l'Allemagne et la France qui ont
construit l'Europe dans les années 50 sur ce type d'oubli des dettes du passé, après vont expliquer à l'Europe du Sud que la seule façon de faire, c'est d'avoir des excédents pendant 50 ans de 2 ou 3% du PIB, etc. Bon, là, il y a une forme d'amnésie historique qui est embêtante, mais je pense que ça illustre aussi l'intérêt, le besoin de repasser par l'histoire pour montrer que finalement, il y a toujours des alternatives, il y a toujours différentes façons de faire. Aucune de ces solutions n'est simple, c'est à chaque fois, ça demande la construction de compromis démocratiques, de normes de justice qui sont très difficiles à construire. Mais voilà, la solution consistant à dire, vous inquiétez pas, dans les 50 années qui viennent, la Grèce, l'Italie, etc., vont repayer un excédent constant, etc., ça ne me paraît pas particulièrement réaliste, ou je pense que voilà, de toute façon, il va se passer d'autres choses que ça. Donc autant se donner les moyens d'y réfléchir, et regarder aux expériences passées peut être utile de ce point de vue. Alors, je vais maintenant passer justement à la phase plus récente de remontée des inégalités depuis les années 80-90. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi j'insiste dans ce livre de façon générale sur le fait que l'évolution de la répartition des revenus des propriétés est d'abord la conséquence d'évolutions politiques, idéologiques, davantage que de facteurs strictement économiques ou technologiques. Enfin, je ne dis pas que l'économie et la technologie ne comptent pas, mais finalement, il y a tellement de façons d'organiser l'économie et la technologie avec différentes institutions que c'est plutôt les changements des idéologies sous-tendant ces différents dispositifs institutionnels qui sont importants. Et c'est notamment le cas pour la phase de remontée des inégalités depuis les années 80-90, où deux facteurs me semblent essentiels. Il y a d'abord la chute du communisme, qui va devenir de fait un peu le meilleur allié de l'hypercapitalisme, et je vais revenir là-dessus dans une seconde. Et puis il y a d'autre part le reaganisme dans les années 80, qui a cette promesse de dynamisation de la croissance par la baisse des impôts au sommet de la distribution, qui ne réussit pas, en tout cas qui ne réussit pas complètement, et qui contribue aujourd'hui à des formes de dérives identitaires, nationalistes, qu'on peut observer chez Trump, mais qu'on observe plus généralement. Alors, je commence sur le cas de l'expérience communiste en Russie. Si on utilise les données dont on dispose, qui sont très limitées, sur les inégalités monétaires sous le communisme et après le communisme, disons, sous le communisme, on a des niveaux d'inégalité monétaire qui paraissent relativement faibles. En même temps, il y a plein d'autres formes d'inégalité, évidemment. Et puis, je veux aussi dire que ce niveau, même s'il paraît faible, à 25% pour la part des 10% des revenus les plus élevés, en fait, ce n'est pas très différent de ce qu'il y a, par exemple, en Suède dans les années 80. Donc, ce n'est pas non plus... Le problème n'était pas forcément que c'était exagérément faible. Enfin, il y a plein de pays, la Suède et les pays d'Europe nordique, qui étaient tout aussi faibles en termes d'inégalité monétaire, mais qui étaient autrement plus prospères. Donc, ça dépend comment vous organisez le système de propriété derrière. Et le système de propriété étatique hyper centralisé qu'il y avait en Union soviétique était clairement conduisait pas à de grandes réussites de ce point de vue-là. Toujours est-il qu'à la chute du communisme, vous allez avoir une privatisation accélérée au bénéfice d'un petit groupe de personnes qui vont être appelées ensuite les oligarques, mais qui de fait vont faire monter la Russie à des niveaux d'inégalité monétaire extrêmement élevés très rapidement. Et encore, ces données sans doute sous-estiment l'ampleur du phénomène. Vous avez aussi un contournement du système légal en Russie qui atteint des proportions, c'est-à-dire dans les estimations dont on dispose, la Russie paraît être à peu près à égalité avec les pétromonarchies du Golfe dans l'utilisation de paradis fiscaux pour contourner le système fiscal du pays. La Russie, c'est quand même un cas vraiment extrême. C'est-à-dire la Russie de Poutine actuellement, c'est un pays où il y a un renoncement complet à toute forme de tentative de redistribution. Par exemple, il n'y a aucun impôt progressif. C'est-à-dire l'impôt sur le revenu en Russie, c'est complètement proportionnel. C'est 13% que votre revenu soit de 100 roubles par mois ou d'1 milliard de roubles par mois. Donc même Trump, il aimerait pouvoir faire ça, mais il n'ose pas le formuler, quoi. Trump, il se sent obligé de dire, bon, on va faire 5% sur les plus bas revenus, 25-30% sur les plus hauts revenus. Puis les démocrates vont dire éventuellement, on va revenir à 70% sur les plus hauts revenus, mais les deux vont être dans un schéma d'impôt progressif. Et donc le fait que la Russie comme ça, soit 13% pour tout le monde, la Russie, c'est aussi un pays, d'ailleurs comme la Chine, communistes, enfin supposément communistes, ce sont deux pays, la Russie et la Chine, qui n'ont aucun impôt sur les successions. C'est absolument 0%, alors qu'on a vu tout à l'heure les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, la France, qui ont des taux de 30, 40, 50, parfois 55% sur les plus hautes successions. En Chine, en Russie, c'est 0%. Donc vous commencez par privatiser une grande partie des ressources naturelles, des entreprises du pays au profit de personnes qui
voilà, qui souvent sont proches du pouvoir, obtiennent une grande partie de ce qui est privatisé à bas prix, et ensuite peuvent transmettre tout ça sans aucun impôt sur les successions. C'est quand même assez étonnant pour des pays qui se disaient communistes il y a peu de temps. Hong Kong, c'est un cas hallucinant d'un pays qui est devenu encore plus inégalitaire et a supprimé son impôt sur les successions après être devenu communiste. Enfin, en tout cas, après avoir rejoint la Chine communiste et être passé sous le contrôle du Parti communiste chinois. Et finalement, aujourd'hui en Asie, si vous avez une fortune à transmettre, au cas où ça vous arrive à l'avenir, allez plutôt mourir en République populaire de Chine, ce sera 0%, alors que si vous allez à Taïwan, réputé capitaliste, ou en Corée du Sud ou au Japon, vous allez payer 30, 40, 50% d'impôts successoraux sur les plus hautes successions, et c'est même passé à 55% il y a 2 ans au Japon. Donc, et le fait que les pays post-communistes finalement, soit à 0%, n'ait aucun impôt sur les successions, donne une idée de l'ampleur des basculements idéologiques. Et tout ça, ça a un impact sur le monde actuel, parce que vu l'importance croissante de la Chine et d'une certaine façon de la Russie, tout ça pèse aussi sur les débats qu'on peut avoir sur la transparence financière internationale, sur des projets de régulation des inégalités. Alors, le second facteur, c'est le reaganisme dans les années 80, qui va faire aussi un bouleversement, et notamment une explosion des inégalités aux États-Unis. Donc là, vous voyez, là, c'est sur la répartition des revenus, hein, cette fois-ci, ce n'est pas sur le patrimoine. Donc normalement, sur la répartition des revenus, je disais tout à l'heure, en France actuellement, les 50% des revenus les plus faibles vont avoir 20% du revenu total, alors que les 1% les plus élevés vont avoir, mettons, 10%, donc ils sont plus riches, évidemment, puisqu'ils sont 50 fois moins nombreux, mais en part dans le revenu total, ils vont pas... C'était un peu comme aux États-Unis dans les années 70, ils vont quand même pas avoir plus à eux tout seuls que les 50% les plus faibles. Eh bien, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis en termes de répartition des revenus, puisque maintenant, on a, en gros, les 1% les plus riches sont passés à peu près 20% ou environ, et les 50% les plus pauvres se sont effondrés dans leur part du revenu total en direction de 10%. Alors, cet effondrement des bas revenus aux États-Unis, si tout ça était survenu avec une croissance extrêmement forte, à la limite, vous pouvez avoir une part plus faible d'un gâteau qui a énormément progressé, ça pourrait être plus ou moins acceptable. Et c'était d'ailleurs la promesse réganienne dans les années 80, c'était de dire, écoutez, on a été trop loin aux États-Unis dans la réduction des inégalités. En particulier, Roosevelt et son New Deal, avec tous ces impôts progressifs sur les hauts revenus, les hautes successions, ont ramolli les entrepreneurs anglo-saxons, nous ont ramolli dans notre lutte contre le communisme. On est presque devenus communistes nous-mêmes. On va bazarder tout ça. Les inégalités vont peut-être augmenter. Il y aura peut-être plus de milliardaires, plus d'entrepreneurs qui font fortune. Mais à la fin des fins, ça va tellement dynamiser la croissance, on va avoir tellement d'innovations, de brevets dans tous les sens que voilà, l'économie va se croître comme jamais, les revenus, les salaires vont se mettre à croître à un rythme comme vous n'avez jamais vu. Et donc, finalement, c'est pas si grave. Alors, le problème, c'est qu'en fait, la croissance, elle a été divisée par 2. C'est-à-dire que si vous regardez... Donc là, c'est la courbe en vert. C'est les comptes nationaux officiels américains. Il n'y a pas de dispute sur ces chiffres. Simplement, je les mets en forme par période historique longue pour pouvoir faire des comparaisons qui ont un sens. Parce que des fois, quand les gens font les comparaisons de taux de croissance Europe-États-Unis, par exemple, déjà, ils vont oublier qu'il y a de la croissance de la population aux États-Unis. Donc là, c'est le revenu national par habitant, ce qui a un peu plus de sens. Et puis surtout, si vous comparez juste des périodes de 2-3 ans les unes aux autres, évidemment, vous pouvez obtenir n'importe quelle conclusion parce que ça dépend beaucoup de la conjoncture. Là, je compare des périodes assez longues, 40 ans 1870-1910, 40 ans 1910-1950, 40 ans 1950-1990, 30 ans 90-2020. Ce serait pareil si je mettais 1950-80 et 80-2020, si vous préférez. À peu près, enfin, quasiment identique. Ce que vous voyez, c'est qu'entre 1950 et 1990, vous étiez à 2,2% par an de croissance, de rythme de croissance du revenu national par habitant, et c'est passé à 1,1% entre 1990 et 2020. Alors, alors, il se trouve que le taux supérieur appliqué aux revenus les plus élevés était de plus de 70% et était divisé par 2 aussi et passé à 35%. Alors, je ne dis pas du tout que c'est la division par 2 du taux supérieur qui a divisé par 2 le taux de croissance. Je pense que la vraie raison pour l'abaissement du taux de croissance, c'est plus la stagnation de l'investissement éducatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'augmentation des inégalités n'a pas forcément aidé non plus pour d'autres raisons, mais je pense que principalement, c'est la stagnation de l'investissement éducatif. Mais au moins, ce que ça montre, disons, c'est que d'abord, des taux très élevés d'impôts sur les plus hauts revenus n'empêchent pas la croissance. On voit que de 1950 à 1990, c'était plus de 70% pendant 40 ans, ça n'a pas empêché la croissance, et qu'à l'inverse, le fait de diviser par 2 le taux supérieur n'est clairement pas une condition suffisante pour dynamiser la croissance. Ou alors, il faudrait trouver des raisons pour lesquelles la croissance aux États-Unis s'apprêtait à être divisée par 4,
et elle n'a été que divisée par 2 grâce à la dynamisation des entrepreneurs. Bon, c'est possible, hein, moi je veux dire, mais simplement j'invite tous ceux qui veulent tenir cette thèse à quand même bien vérifier, bien boulonner tout dans tous les sens pour... Voilà, il faut la défendre quand même, il ne faut pas juste dire... Parce que par exemple, les arguments consistant à dire, regardez, il y a plein de brevets partout. Oui, c'est vrai, les gens brevettent tout et n'importe quoi, y compris des choses qu'ils n'ont pas découvert eux-mêmes. Mais à la fin des fins... Si vous avez plein de brevets, y compris des connaissances scientifiques voilà, qui ont été produites par des chercheurs, compagnie, leur carnet de chèques en bas de chacune de leurs publications, et vous retrouvez ça dans des brevets privés. Bon. Mais si les brevets, à la fin, ne génèrent pas plus de croissance de la productivité, des salaires, des revenus, bon, finalement, d'un strict point de vue économique, ça ne sert à rien. Donc, à la fin des fins, c'est quand même très difficile, après cette division par 2 de la croissance, de continuer de dire la promesse réganienne a fonctionné. On a parfois en Europe un argument qui est de dire oui, mais la période 1950-1990, en Europe, c'était particulier, c'était le rattrapage après les guerres, et c'est vrai que ça rend compliqué les comparaisons avec les périodes ultérieures. Pour les États-Unis, cet argument est quand même beaucoup moins convaincant, parce que pour les États-Unis, la période 1950-1990, en fait, n'avait rien d'exceptionnel par rapport à la période 1910, 1950, 1870, 1910. Donc c'est vraiment la période récente qui est pour le coup exceptionnelle et qui quand même rend très difficile à tenir la promesse réganienne. Alors, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez une transformation du champ politique, c'est-à-dire que vous avez à la fois des partis démocrates qui veut revenir à plus de redistribution, plus de réduction des inégalités. Et à l'inverse, vous avez un parti républicain qui ne peut plus simplement miser sur la prospérité par le libéralisme économique. Et donc, parce que une partie importante de la population américaine n'a pas vu les augmentations de salaires, de revenus promises par Reagan et s'est mise à douter fortement sur la mondialisation. Et c'est comme ça que Trump se retrouve à ajouter au discours du libéralisme économique une dimension identitaire nationaliste qui devient quand même vraiment de plus en plus inquiétante, enfin qui consiste en gros à dire en fait la croissance, le dur travail des travailleurs américains, ça a été volé par les Mexicains, les Chinois, les Européens, enfin tout, voilà, le reste du monde nous a pris le produit de notre travail, et donc il ajoute cette dimension de clivage identitaire nationaliste très fort à un discours sur le libéralisme économique qui était plus apaisé dans les années 80 chez Reagan, qui n'était pas toujours tendre avec les minorités, mais qui était quand même beaucoup moins énervé sur le reste du monde que Trump. Et tout ça exprime aussi une forme d'échec du réaganisme. Alors, tout ça a aussi conduit à une transformation des affiliations politiques, enfin, en tout cas, accompagné d'une transformation des affiliations politiques assez considérable. Donc, sur ce graphique, vous avez, je vais commencer par le cas des États-Unis. Sur les États-Unis, c'est la courbe en bleu. Vous avez l'évolution du vote démocrate pour le Parti démocrate américain parmi les 10% les plus éduqués par rapport aux 90% les moins éduqués. Vous auriez le même résultat si vous preniez les 50% les plus éduqués par rapport aux 50% les moins éduqués ou diplômés du supérieur par rapport aux diplômés du secondaire. Enfin, ça marche dans tous les sens. Et ce que vous avez, c'est que dans les années 50-60, le Parti démocrate aux États-Unis attirait plutôt l'électorat plus populaire, et est devenu plutôt le parti des plus diplômés, disons au sens large, depuis les années 80-90 et de plus en plus fortement dans les années 90-2000. Alors c'est intéressant, c'est aux États-Unis, souvent, pour expliquer cette évolution, qui à ma connaissance, n'a jamais été montré comme ça sur une période aussi longue et surtout en comparaison avec les autres pays, mais c'est quand même quelque chose dont on est à peu près au courant dans l'ensemble de ces pays. Mais alors aux États-Unis, lorsqu'on essaye d'expliquer ce départ des classes populaires du Parti démocrate vers le Parti républicain, et aussi beaucoup vers l'abstention, souvent on donne une explication aux États-Unis qui est basée sur ce qui s'est passé au moment des années 60 sur le mouvement sur les droits civiques, avec en gros l'idée, c'est de dire à partir du moment où le Parti démocrate a pris le parti des minorités, et en particulier de la minorité africaine-américaine, alors il y a toute une partie de l'électorat populaire blanc qui a quitté petit à petit le Parti démocrate, et ils ont commencé à voter pour Nixon en 72, pour Reagan en 80, puis pour Trump aujourd'hui, et finalement c'est tout cet électorat populaire un peu xénophobe, pour résumer, qui est parti, et enfin, c'est un discours en gros qui consiste aussi pour une partie des élites du Parti démocrate à dire, bon voilà, nous on a fait notre travail, on fait des politiques qui sont très bien, qui redistribuent, etc., mais c'est pas nous qui avons abandonné les classes populaires, c'est elles qui nous ont abandonnés, et elles sont devenues tellement racistes par rapport aux minorités qu'en gros on ne peut pas y faire grand-chose. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est quand même un argument qui a une force dans le discours américain qui est important. Le problème avec cette théorie, c'est qu'on a la même évolution en France, au Royaume-Uni, dans lequel il n'y a pas le mouvement des droits civiques dans les années 60, dans lequel il y a un clivage sur la question migratoire qui, évidemment, comme on sait,
devient très importante à la fin de la période, mais commence quand même beaucoup plus tardivement, devient vraiment clivante dans les années 80, 90 et surtout 2000, 2010. Et puis quand on compare avec d'autres pays, on a en fait des évolutions assez proches. Alors là, on a l'Allemagne, la Suède, la Norvège. Alors, des évolutions la Suède, la Norvège, au départ, partent avec un socle très populaire dans le Parti social-démocrate, qui est vraiment un parti ouvrier. Donc c'est pour ça qu'on est plus négatif, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment les moins diplômés votent beaucoup, beaucoup plus fortement au début de la période pour le Parti démocrate que les plus diplômés. Mais finalement, on a la même évolution d'ensemble, et à la fin de la période, on a également les plus diplômés qui finalement se retrouvent davantage. On a des évolutions similaires sur l'Italie, sur la Suisse, sur la Hollande, sur le Canada, sur la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un phénomène très général qu'on essaye... Alors moi, ça c'est vraiment dans la 4e partie du livre. Je ne prétends pas avoir l'explication unique ou parfaite pour ces évolutions. Mais en comparant les différents pays entre eux, disons, ça permet en tout cas de retirer certaines explications. Donc en particulier, l'explication aux États-Unis sur les droits civiques me paraît assez peu convaincante quand on compare l'ensemble de ces pays. Je pense qu'il y a plutôt un phénomène... D'abord, si cet électorat populaire a quitté ces coalitions politiques, quelque part, ça doit être quand même que ces coalitions politiques n'ont pas proposé de programme de redistribution comme ce qu'elles avaient en application dans les années 50, 60, 70, qui a suffisamment permis de souder cette coalition. Donc il y a tout ce qui concerne la dérégulation financière dans les années 80-90, qui a finalement miné la progressivité fiscale, auquel parfois ont participé ces partis, même s'ils n'étaient pas toujours à l'initiative, mais parfois, par exemple, les traités sur la libre circulation des capitaux en Europe, sans aucune régulation collective en termes de fiscalité, de régulation publique, c'est parfois les partis socialistes ou sociodémocrates ou travaillistes qui les ont développés, et tout ça a participé, je pense, à ce sentiment d'abandon. Il y a aussi, sur la question éducative proprement dit, je pense, une très grande hypocrisie à partir du moment où on rentre dans le monde de l'enseignement supérieur avec d'énormes inégalités éducatives que j'évoquerai tout à l'heure et qui, je pense, explique en partie pourquoi une partie croissante des électorats populaires ont eu l'impression que les partis qui portaient un programme de redistribution après la Seconde Guerre mondiale, finalement, progressivement et à la fin de la période, donnent l'impression parfois de plus se soucier des gagnants du système éducatif et de leurs propres enfants que des classes populaires. Alors, dans le contexte européen, ce sentiment d'abandon, disons, face à la mondialisation, se traduit notamment dans une très forte hostilité à l'Union européenne dans les catégories d'électeurs populaires. Donc là, je vous montre par décile de revenus, de diplômes, de patrimoine, le vote en faveur du Remain au référendum de Brexit de 2016. Et donc c'est très frappant de voir que vous avez seulement les 30% des niveaux de revenus, de diplômes, de patrimoine les plus élevés qui votent pour rester dans l'Union européenne. Les 10% les plus élevés votent avec enthousiasme pour rester dans l'Union européenne, mais comme les 60% du bas votent contre, finalement, vous avez une victoire du Brexit à 52%, et comme on sait aujourd'hui, les Britanniques ne savent pas forcément très bien comment concrétiser ce Brexit, mais en tout cas, vous avez un clivage social sur cette question européenne qui est extrêmement fort. Alors, on pourrait dire, et souvent en France, on aime bien se dire, bon, ça, c'est les Britanniques, qui sont vraiment très spéciaux avec l'Europe, sauf que, si vous regardez les référendums français de 92 et 2005, vous avez exactement le même clivage social. Et c'est quand même très très frappant. Vous prenez le référendum de 92, là vous aviez, donc c'est les courbes en vert, violet, orange, vous aviez les 30-40% du haut qui ont voté, donc c'était le traité de Maastricht en 92 qui a créé l'euro, et en même temps le traité sur la libre circulation des capitaux, etc. Vous aviez les 40% du haut qui ont voté pour, les 60%, 50% du bas ont voté contre, mais seulement légèrement contre, alors que les 30-40% du haut ont voté fortement pour. Donc finalement, le oui l'a emporté de justesse à 51%. C'était quand même très serré, le référendum sur la création de l'euro. En 2005, ça c'est le vote sur le traité constitutionnel européen, qui sacralisait un peu les règles d'unanimité sur les questions fiscales, qui, en tout cas, répondait pas aux demandes d'Europe sociale qui pouvaient être formulées ici ou là. Là, vous avez uniquement les 20%, 30%, plutôt 20% de déciles les plus élevés qui votent pour. Et les 70-80% les plus bas qui votent contre. Donc là, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc là, vous avez 55% pour le non.
je pense que ces résultats, il faut quand même les prendre au sérieux. Moi, je précise que j'ai voté oui en 92, en 2005, je suis internationaliste, fédéraliste, enfin, je veux croire dans une forme de social-fédéralisme, c'est-à-dire un fédéralisme au service d'objectifs sociaux, de réduction des inégalités. Mais là, quand on a cette réalité, il y a quand même 92, 2005, 2016... Donc, à un quart de siècle de distance, dans deux pays différents, quand vous avez un clivage social aussi marqué sur la question de l'Europe, vous ne pouvez pas juste dire voilà, c'est un malentendu, il suffit de mieux expliquer ce qui a été fait et tout va s'arranger. Je pense que là, c'est plus qu'une incompréhension. On a un divorce majeur qui, quelque part, doit quand même refléter le sentiment, et ça doit aller au-delà du sentiment quand vous avez un malentendu sur un quart de siècle aussi marqué, que la construction européenne telle qu'elle est organisée actuellement, avec la libre circulation des capitaux, des acteurs économiques les plus mobiles, finalement, et fonctionne davantage au service des groupes les plus favorisés que des groupes les plus défavorisés. Et d'ailleurs, cet argument de la plus grande mobilité des groupes les plus favorisés est souvent souvent utilisé explicitement pour justifier certaines politiques. C'est-à-dire que c'est souvent au nom de cette mobilité qu'on va dire « Ah ben là, on est obligé de supprimer l'impôt sur la fortune et d'augmenter telle ou telle taxe sur les groupes plus populaires, moyennes. On n'a pas le choix parce que c'est comme ça, c'est la libre circulation des capitaux. » Mais c'est un argument politique qui est quand même extrêmement faible et qui ne peut que nourrir ce type de divorce, d'incompréhension, avec quand même un niveau d'hypocrisie parfois assez inouï, parce que voilà, la libre circulation des capitaux, le fait de pouvoir faire fortune dans un pays en utilisant ses infrastructures, son système éducatif, et ensuite pouvoir appuyer sur un bouton et transférer tout ça dans un autre pays sans aucune possibilité de suivre qui possède quoi où de la part des administrations fiscales concernées, ça n'a rien de particulièrement naturel. Enfin, c'est un système légal extrêmement sophistiqué. Je trouve que ça a été écrit comme ça. Alors je pense que parfois les personnes n'anticipaient pas forcément toutes les conséquences. Je pense qu'il y a aussi des acteurs politiques, des lobbies qui voyaient très bien où ça conduisait. Mais en tout cas, voilà, dire après ça, 30 ans plus tard, bon, bah là, c'est ballot, mais on ne sait plus qui possède quoi où. Là, on a complètement perdu la trace et on va être obligé de faire payer les classes moyennes et les classes populaires. Ça crée des incompréhensions majeures et des phénomènes de révolte fiscale, parfois, qu'on a pu voir en France et qu'on reverra peut-être assez vite. Je voudrais insister aussi dans les contradictions de l'Union européenne actuelle. J'insiste un peu sur l'Union européenne. Alors je sais que la Suisse n'en fait pas partie, j'ai remarqué, mais en même temps, la Suisse est quand même un peu concernée par toutes ces questions et qui se passent dans le monde qui entoure. Et parmi l'Union européenne, c'est aussi un petit laboratoire de la mondialisation en général. C'est à la façon dont ces pays organisent leurs relations économiques, financières, fiscales entre elles, ou ne les organisent pas d'ailleurs. C'est un laboratoire de la mondialisation en général, et si ça va mal, enfin si ça explose ou s'il y a des problèmes, ça a des conséquences qui vont au-delà de la question de l'Union européenne. Là, j'ai insisté sur les contradictions actuelles concernant les inégalités à l'intérieur des pays. Là, je veux insister sur les contradictions liées aux inégalités entre pays, et en particulier entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Là, vous avez sur ce graphique deux flux. En général, quand on regarde la question de l'Europe de l'Est vue de l'Ouest, on regarde uniquement la courbe en vert. C'est-à-dire que vue d'Allemagne ou vue de France, on va dire regardez, il y a des flux entrants en Europe de l'Est de transferts venant du budget de l'Union européenne. C'est-à-dire que ces pays reçoivent des fonds régionaux plus importants que ce qu'ils payent comme impôt à l'Union européenne. Et c'est vrai, 2-3% du PIB chaque année. Donc quand même, on est quand même super généreux. Pourquoi sont-ils aussi grincheux, quoi ? Pourquoi sont-ils aussi mécontents alors qu'on est d'une générosité sans pareil ? Sauf que, vu d'Europe de l'Est, on a plutôt tendance à voir la courbe en orange, c'est-à-dire qui est tout aussi vraie que l'autre et qui se trouve être 2-3 fois plus importante d'un point de vue macroéconomique, qui sont les flux privés sortant de profits réalisés par des investisseurs étrangers, notamment des investisseurs allemands et français, qui ont investi en Pologne, en Hongrie, et rapatrient chaque année, aujourd'hui, des profits sortants. Et le flux net de profits sortants va être de 6-7% du PIB. Alors, vous me direz, ces investissements ont aussi permis d'augmenter la productivité, donc potentiellement, tout ça, c'est un jeu gagnant-gagnant pour tout le monde. Sauf que, vu d'Europe de l'Est, on a l'impression qu'il y a quand même certains gagnants qui ont particulièrement gagné. Parce que pour avoir des niveaux de profit comme ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau des salaires
n'est pas très élevé dans ces pays-là. Et ça, tout le monde le voit en Europe de l'Est, c'est-à-dire que c'est une source de mécontentement important, forcément. En Pologne, en Hongrie, on voit les salaires de l'autre côté de la frontière allemande. Et donc, quand on explique quand même, on vous envoie tous ces transferts publics, et les gens voient très bien que tout ça a beaucoup bénéficié aussi à des acteurs venus de l'Ouest. Et donc, là, il y a une incompréhension. Alors, vu de France ou d'Allemagne, on va avoir tendance à dire écoutez, le niveau des profits et des salaires, nous, on n'y peut rien, c'est le marché, hein, c'est la concurrence libre et non faussée, ça tombe comme ça, c'est juste et bon, et il faut uniquement regarder les transferts publics qui arrivent après le marché et qui, eux, sont un acte de générosité de la part des gagnants du marché. Alors ça, c'est ce discours consistant à naturaliser les forces de marché est évidemment très tentant pour les gagnants du marché en général. Sauf que en fait, on sait qu'il n'y a rien de particulièrement naturel dans ces forces de marché. C'est-à-dire que le niveau des salaires et des profits, il va dépendre du système légal, social, du droit syndical, de la capacité de négociation salariale, de l'existence d'harmonisation ou pas sociale, salariale en Europe. Et donc, voilà, on ne peut pas organiser une grande communauté de politique, une grande communauté humaine, que ce soit à l'intérieur d'un pays, a fortiori à la dimension de l'Union européenne ou à la dimension de l'économie monde, uniquement sur les relations de marché et sur l'idée que voilà, on fait un petit peu de redistribution après coup et hop, tout ça va s'arranger, quoi. On est obligé de prendre plus au sérieux les systèmes légaux, sociaux, qui contribuent à déterminer l'équilibre de marché avant même toute redistribution. Sinon, on a des incompréhensions voilà, où chaque partie de l'Europe va regarder plutôt cette courbe ou cette autre courbe, et les deux sont vrais, mais voilà, il faut réussir à mettre les choses ensemble. On a le même type d'incompréhension entre le nord et le sud de la zone euro sur la question de la dette publique et des taux d'intérêt. Là, vous avez l'évolution du taux d'intérêt à 10 ans sur les différentes obligations, les principales obligations de la zone euro. Donc vous voyez qu'entre 2002 et 2009, tous les pays de la zone euro avaient le même taux d'intérêt, ce qui, dans le fond, est assez normal pour une union monétaire. C'est-à-dire que si vous avez la même monnaie et que vous pensez que l'union monétaire va continuer, que personne ne va sortir, que tout le monde va rembourser sa dette, il y a la même inflation moyenne, en moyenne, en tout cas dans la zone euro, par définition, et donc prêter à l'un ou l'autre, normalement, devrait vous donner le même taux d'intérêt. Puis à partir de 2009, à partir de la crise financière, vous allez avoir une divergence complète des taux d'intérêt, qui est d'ailleurs alimentée en grande partie au début par les autorités publiques européennes, puisque fin 2009, le président de la Banque centrale européenne, français d'ailleurs, dit publiquement si la Grèce se fait dégrader par les agences de notation, nous, on arrêtera de prendre en pension des bons du Trésor grec. Alors là, les marchés financiers s'en donnent à cœur joie, ça part dans tous les sens. À la fin de la période, la Banque centrale européenne essaye de calme le jeu, mais on continue d'avoir des incompréhensions majeures sur la lecture rétrospective de ces événements. C'est-à-dire que, vu de France et d'Allemagne, là encore, on a tendance à dire, un peu comme avec l'Europe de l'Est, écoutez, vous, la Grèce, vous vous apprêtiez à vous prendre 10% de taux d'intérêt sur les marchés, et on vous a reprêté à 3 ou 4 ou 5% de l'argent que nous, on a emprunté à 0 ou 1%. Donc, regardez comme on est généreux quand même, parce que alors, vu de la Grèce, on voit les choses complètement différemment. On va se dire, mais attendez, vous avez fait surtout une super marche financière sur notre dos. Donc là, à nouveau, les deux points de vue sont vrais. Tout dépend quel est votre référentiel. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le prix de marché, donc en l'occurrence le taux d'intérêt fixé par les marchés, c'est un référentiel, voilà, c'est la discipline de marché, c'est juste et bon, et il faut se situer par rapport à ça, et toute déviation par rapport à ça est un acte de générosité de la part des vainqueurs du marché, de nouveau, soit vous dites, ce qui serait plutôt le point de vue des Grecs et qui serait aussi plutôt mon point de vue en l'occurrence, c'est de dire, écoutez, ce marché-là, c'est un marché qui n'est pas particulièrement juste et bon, qui est, comme beaucoup de marchés, complètement spéculatif, c'est-à-dire que derrière ces courbes-là, vous avez des jeunes traders qui arrivent le matin et qui se disent, bon, quel prix je vais mettre sur la Grèce, le Portugal, bon voilà, quelle est la probabilité de sortie. Voilà, même avec 10 thèses de sciences politiques, personne ne sait quelle est la probabilité de sortie d'un pays à l'horizon de 2 ans, 3 ans. Donc les types, voilà, ils font ce qu'ils peuvent et voilà ce que ça donne. Et donc vous pouvez aussi conclure que ça, la discipline de marché, enfin, pour finir, tout ça nuit à l'ensemble de la zone euro. C'est-à-dire que même du point de vue des épargnants allemands ou hollandais, le fait d'avoir toute cette longue stagnation dans la zone euro, ces taux d'intérêt à 0%, etc., c'est pas particulièrement positif. Et les États-Unis, finalement, sont mieux sortis de la crise de 2008 que l'Europe, en partie parce qu'ils ont un système institutionnel, bon, qui n'est pas loin d'être parfait, mais qui est quand même un peu moins défaillant qu'en Union européenne. C'est-à-dire que si la Federal Reserve devait choisir entre le taux d'intérêt de la Californie, de la Louisiane, de New York tous les matins, enfin, ce serait un bazar invraisemblable et il serait dans la même panade
que la zone euro. Donc, disons, la conclusion de ça, plutôt que de se reposer sur la discipline de marché des taux d'intérêt, moi, je pense, c'est plutôt de dire, bon, à partir du moment où vous avez une monnaie unique, il faut aussi un taux d'intérêt unique, c'est-à-dire une dette publique commune, comme au niveau de la dette fédérale américaine, ce qui veut dire une assemblée de la zone euro aussi qui décide du niveau du déficit, qui décide du niveau du déficit commun, qui décide d'un budget commun. Alors, ça fait peur, ce passage par la démocratie fait peur à certains pays, mais en même temps, à la fin des fins, ce qu'on obtient en échange du fait de cette peur de la démocratie n'est pas du tout satisfaisant. Alors, il y a des réponses institutionnelles qui ont émergé. Je regarde Bruno qui me dit que je suis déjà très avancé et je pense qu'effectivement, je vais tâcher d'accélérer. Alors, juste pour dire qu'il y a des réponses institutionnelles qui ont été données ces 10 dernières années. Donc il y a des réponses aux crises, mais qui ne sont pas complètement satisfaisantes. Donc la réponse notamment qui a été donnée à la fois en Europe et aux États-Unis, c'est la création monétaire. Donc là, vous avez l'évolution de la taille de bilan des banques centrales en Europe et aux États-Unis, qui ont retrouvé des niveaux qu'on avait déjà vus dans le passé au moment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça donne quand même une idée de l'ampleur du choc créé par la crise de 2008. Ça a permis de calmer les faillites bancaires, de sauver les banques et les banquiers, mais ça n'a pas forcément réglé les problèmes structurels, et en même temps, ça a complètement transformé les perceptions aujourd'hui de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui, voyant cette énorme création monétaire, vont dire bon, on va faire la même chose pour régler, pour financer le changement climatique, pour financer l'investissement en éducation. Et je pense que la monnaie peut être une partie de la solution, à condition tout de même de mettre la monnaie au service d'un projet où il y a des budgets, il y a des impôts progressifs sur les revenus, sur les patrimoines, il y a des assemblées parlementaires. Parce que là, pour finir, en 10 ans, le conseil d'administration de la Banque centrale européenne, à huis clos, a créé 30% de PIB. On est passé de 10% à 40% du PIB en bilan de la taille de la zone euro. Donc 3% de création monétaire additionnelle, 3% de PIB de création monétaire additionnelle chaque année pendant 10 ans, ça fait quand même 3 fois plus d'argent que tout le budget de l'Union européenne. C'est-à-dire le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB, et ça regroupe la politique agricole commune, Erasmus, les fonds structurels, c'est voté par le Parlement, le Conseil des chefs d'État, enfin c'est une architecture extrêmement complexe. Et là, à huis clos, nos amis du conseil d'administration de la BCE, en appuyant sur un bouton, ont créé 3 fois plus de ressources chaque année pendant 10 ans. Donc ça a un peu fait tourner les têtes. C'est-à-dire maintenant, beaucoup de gens se disent, mais finalement, moi je me souviens quand on a sorti nos propositions qui allaient plutôt dans le sens du social fédéraliste, avec une assemblée pour créer des impôts progressifs, un budget, et dont je parle dans le livre, beaucoup de réactions étaient de dire, bon, c'est sympa ton truc, mais c'est quand même très compliqué ton histoire d'assemblée et d'impôts. Il suffit de créer de la monnaie, regarde, c'est ce qui a été fait pour sauver les banquiers. Donc arrêtez de nous embêter avec tout ça. Et c'est une tentation qu'on voit aussi dans le débat américain actuel, mais auquel il faut répondre. C'est-à-dire, je pense que la monnaie peut faire partie de la solution, à condition que ce soit dans un cadre plus large. En tout cas, la réponse officielle donnée actuellement, qui est de dire on l'a fait pour les banques, mais on ne le fera plus jamais pour rien du tout, et d'ailleurs on ne peut rien faire d'autre que ça, que sauver les banques, c'est une réponse très faible et qui ne va pas tenir très longtemps. Dans d'autres pays, et là je mentionne la Suisse, le bilan de la Banque centrale a atteint 100% du PIB, donc la Banque centrale européenne pourrait encore multiplier par 3, alors évidemment c'est très, très particulier, parce qu'il y avait cette demande de francs suisses venant du reste du monde qui a conduit à faire ce choix. On peut en reparler tout à l'heure, et de ce qui se passerait si la Banque centrale européenne faisait la même chose. Mais dans l'absolu, ça peut aller très loin de créer de la monnaie en appuyant sur un bouton. Alors, je conclus en évoquant des pistes pour la suite, et je pourrais répondre dans les questions pour approfondir ces questions. J'ai parlé de la question du social-fédéralisme, qui est en gros, pour résumer, l'idée c'est de soumettre entièrement le libre-échange et la libre circulation des capitaux, des biens et des services à des objectifs explicites, quantifiables, sanctionnables de justice fiscale, sociale, environnementale. Et donc c'est un changement assez radical par rapport au système auquel on est habitué, auquel la Suisse est habituée, la France est habituée, auquel tout le monde est habitué depuis les années 80, et d'avoir un libre-échange absolu, notamment une libre circulation des capitaux absolue, en échange de rien du tout, en gros, en termes de politique fiscale, sociale, environnementale commune. Mais je pense qu'on est là un peu à la fin du cycle de ce type de traité organisant les relations entre États, et qu'il faut réfléchir au système suivant, qui peuvent commencer avec un petit nombre de pays, avant idéalement de s'étendre, mais en tout cas, il faut y réfléchir. Les deux autres pistes importantes que j'évoque dans le livre, c'est toute la question de la justice éducative, et puis la question de la propriété sociale et temporaire. Propriété sociale, c'est notamment approfondir tous les mécanismes de partage
du pouvoir entre les salariés et les actionnaires. J'ai mentionné le cas de la cogestion tout à l'heure. Et puis la question de l'impôt progressif sur les successions, la propriété, avec la possibilité de diffuser davantage le patrimoine. Là, 120 000 euros, ça correspond actuellement au patrimoine médian en France, ça va être 110 000 euros par adulte. Donc c'est, disons, toute la moitié la plus basse de la population qui n'a pas vraiment accès à la propriété et qui, dans le système que je propose, pourrait accéder à la propriété. Je vais m'arrêter là et je suis très content de répondre à vos questions et merci beaucoup pour votre attention. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour prendre quelques questions. Il y a des micros qui vont circuler, donc le premier, malgré l'éblouissement, les premières personnes. Il y a quelqu'un là-bas au fond, derrière vous, mademoiselle. Là, voilà. J'ai complètement dépassé. Ah, mais c'est pas grave, les gens sont déjà pour t'entendre. Bonsoir et merci pour ce brillant exposé. J'ai pas vu le temps passer non plus. Juste une question, parce que tout votre exposé est fait sur les inégalités, l'accroissement des inégalités dans des pays développés. N'y a-t-il pas en compensation une diminution des inégalités globales sur la planète, puisque les pays dits en voie de développement ont quand même hérité d'un transfert d'industrie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une dynamique, justement, qui est une augmentation des inégalités par transfert de l'industrie des pays développés et quelque part, c'est une réduction des inégalités globales qui est compensée par cette augmentation des inégalités dans les pays développés? Alors, je réponds, oui, question par question. Alors, cette courbe-là répond en partie à votre question. C'est-à-dire, là, sur cette courbe-là, vous avez ce que Branko Milanovic a appelé la courbe de l'éléphant, et nous, on l'a repris avec notre base de données sur les inégalités mondiales, et on confirme complètement le diagnostic de Branko Milanovic, et même c'est même encore plus important que ce qu'il pouvait penser. Ce que vous avez sur ce graphique, c'est si on range les différents niveaux de revenus dans le monde par centile en 1980, donc en mettant tous les pays du monde et tous les habitants du monde dans la même distribution, on essaye de regarder combien ces différents niveaux de revenus ont bénéficié comme croissance entre la 1980 et 2018. Et on a exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, au cours de cette période, il y a une réduction des inégalités, en gros, entre le bas et le milieu, et une augmentation des inégalités entre le milieu et le haut. C'est-à-dire la réduction des inégalités entre le bas et le milieu, ce que je veux dire, c'est que les déciles du bas, qui sont typiquement les pays émergents, la Chine, d'un degré moins de l'Inde, d'autres pays qui ont connu des très fortes croissances, ont eu des croissances plus fortes que les centiles 60, 70, 80, 90 de la distribution, qui sont en gros les classes moyennes et populaires des pays riches. Donc là, vous avez une réduction des inégalités. Et puis tout en haut, vous avez une très forte progression des inégalités qui concerne les plus hauts revenus des pays riches, mais aussi les plus hauts revenus des pays émergents, pour certains. Alors, la question, c'est pas de... Les deux phénomènes sont vrais à la fois. Je pense que ce graphique est important parce qu'il montre que parfois les débats sur mondialisation et inégalité sont un peu des dialogues de sourds, parce que vous avez des personnes qui vont se concentrer sur... et d'autres qui vont se concentrer uniquement sur la montée des inégalités entre le milieu et le haut, qui est aussi une réalité. Mais en fait, les deux sont des réalités, c'est-à-dire les deux font partie de notre même histoire commune. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ça? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu cette très forte croissance des pays émergents, c'est très positif, c'est très bien. Est-ce que pour autant... c'est nécessaire d'avoir une telle croissance des inégalités en haut, c'est pas sûr, d'autant plus que les montants sont quand même frappants. C'est-à-dire que là, j'ai indiqué les montants, c'est-à-dire si on regarde en termes de masse de revenus, les 1% des plus hauts de la planète ont capté, en termes de part dans la croissance macroéconomique mondiale depuis 1980, 27% du total, c'est-à-dire plus de 2 fois plus que ce qu'ont capté les 50% du bas. Donc, jusqu'où il faut aller? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas du tout symbolique. C'est-à-dire, on est sur des masses qui sont considérables. Ça veut dire que la réduction de la pauvreté dans le monde pourrait être beaucoup plus rapide si on n'avait pas cette captation en haut.
dont rien n'indique qu'elle soit absolument indispensable. Donc je vous parlais tout à l'heure de la captation, par exemple, le fait qu'en Chine ou en Russie, vous ayez des oligarques qui accumulent des niveaux de patrimoine, de revenus incroyables, avec aucun impôt sur les successions à la sortie. Je ne crois pas que ce soit une condition indispensable pour réduire la pauvreté chinoise. Vous voyez, il y a une espèce de complète opacité dans la structure. Vous voyez, donc on ne peut pas justifier n'importe quel niveau d'inégalité, n'importe quand. Il faut regarder. Et sur le cas des États-Unis, qui est le pays qui a eu la plus forte croissance des inégalités, la croissance, comme je l'ai montré, n'a pas été au rendez-vous. Si vous comparez la Chine et l'Inde a eu une croissance d'inégalité plus forte, encore plus forte que celle de la Chine, a eu moins de croissance. Donc voilà, en un mot, évidemment, il y a des aspects positifs dans la croissance des 30 dernières années, mais cette captation au sommet de la répartition prend des dimensions excessives qui créent un sentiment d'injustice qui menace, dans un certain nombre de cas, de faire dérailler l'ensemble de ce processus d'échange au niveau international qui est en soi potentiellement très, très positif. Est-ce qu'il y a des résistances à la redistribution en raison de l'idée qu'on se fait de la redistribution, de l'usage qui en est fait? Est-ce qu'il y a une manière de penser la redistribution de telle sorte qu'elle soit pensée comme quelque chose de bénéfique pour le bien de tous, quoi, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas, on n'est pas travesti par cette idée de redistribution, mal paramétrée? Alors, je pense que on a besoin d'inventer des formes d'appropriation citoyenne de comment fonctionne la redistribution, de ce que fait l'État social, qui jusqu'ici ont été insuffisantes. Et c'est normal. Enfin, à partir du moment où l'État social atteint des proportions, souvenez-vous le graphique que je montrais au début, c'est-à-dire à partir du moment où le niveau total de dépenses atteint la 47% en moyenne du revenu national, avec des masses énormes, c'est normal qu'il y ait une remise en cause de ce système, en tout cas qu'il y ait une demande de transparence très forte. Et cette demande de transparence, d'appropriation, où que chacun comprenne quel est son droit à l'éducation, son droit à la santé, son droit à la retraite, son droit, c'est parfois très, 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 très opaque et mal conçu. Enfin, en France, le système d'assurance santé qui est universel en principe est parfois extrêmement complexe pour s'y retrouver dans les remboursements. Le système de retraite pour être plus simple. Le système éducatif est censé être égalitaire, public, et en fait en lui des inégalités invraisemblables avec des investissements publics 3 fois plus importants par étudiant dans les filières de grandes écoles les plus favorisées par rapport à celles où vont s'entasser les étudiants souvent issus de groupes moins défavorisés. Donc vous avez des hypocrisies et des opacités énormes à l'intérieur de cette... Donc oui, on a besoin de plus de transparence. On peut aussi imaginer des formes de participation démocratique. Alors, je ne dis pas qu'il faut voter chaque année sur l'allocation de l'ensemble de ces budgets, etc. Mais on peut quand même faire mieux que le bulletin de vote tous les 5 ans et de délégation à des majorités. Voilà, il y a des choses à inventer si on veut une meilleure appropriation de l'État social, disons, en général. Et sur la fiscalité, on a évidemment besoin de plus de transparence pour mieux comprendre qui paie quoi, comment ça évolue d'une année sur l'autre et pouvoir s'approprier des demandes. Thank you. I know that Geneva is an international Nobel Prize-winning university, so I ask my question in English and you can answer it in French. Could you make some observations about transformation of developed economies from manufacturing to services and gig economies, Uber, Airbnb, and so on? Will that exacerbate inequalities or no? Je réponds en anglais plutôt, Bruno? En français. Ah bon, d'accord. Pas de problème. Vous n'aurez pas le plaisir de voir mon anglais qui ressemble beaucoup à du français, d'ailleurs. Non, mais alors c'est un enjeu majeur de savoir comment on redéfinit les statuts face au travail et les statuts salariaux dans une économie de services qui cherche
imposer une précarisation du travail. Mais là, je dirais, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on peut décider de requalifier en relation de travail, en relation salariale, lorsqu'on a un donneur d'ordre qui de fait devient le donneur d'ordre unique sur beaucoup de travailleurs soi-disant indépendants. Donc là, il y a eu une défaillance pour le coup des États et du système légal, et les choses sont peut-être en train de changer. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, je trouve ça intéressant de voir que là où l'État fédéral a abandonné le terrain sur le salaire minimum, sur le droit du travail, il peut y avoir au niveau des États, par exemple en Californie récemment, mais plus généralement, une demande de reprise de contrôle du système avec des augmentations importantes de salaire minimum, avec les décisions de soumettre les plateformes comme Uber à du droit du travail. Donc là, il faut sortir de ce délire selon lequel le salariat s'est terminé, etc., etc. C'est le salariat qui a permis non seulement la sécurité dans la vie, mais aussi la prospérité à travers la possibilité de s'investir durablement dans une relation de travail, dans l'acquisition de compétences spécifiques qui sont très importantes pour la prospérité d'ensemble. Donc là, il y a eu vraiment un moment idéologique anti-salariat qui, je pense, qu'il faut aujourd'hui dépasser. Je crois qu'on va avoir le temps de prendre encore 2 questions. Il y avait une personne ici et une personne là-bas. On va voir après si on prend encore après les 2 autres. Ouais, tant qu'il y en a qui tiennent, moi ça va. Quelle serait pour vous la mesure la plus efficace, l'héritage pour tous ou la mise en place du revenu universel ? Moi, j'insiste plus sur l'héritage pour tous, là, parce qu'il y a un objectif de diffusion de la propriété qui me semble vraiment essentiel. Le revenu universel, moi, je m'en méfie un petit peu parce que je pense, si on parle vraiment du revenu de base, c'est-à-dire le fait que tout le monde ait un revenu minimum, 500 €, 600, 800 € par mois, après, on peut discuter suivant les pays, les moments, ça, c'est évidemment très important et ça pourrait être beaucoup plus automatique dans le mode de versement que ça l'est actuellement. Et il faut faire la jonction avec les bas salaires pour augmenter le salaire reçu sur le bulletin de paye par toutes les personnes qui ont un travail morcelé ou des bas salaires. Et donc, ça revient un complément de revenu de base sur les bas salaires. Après, le revenu universel versé en France à 50 millions d'adultes, y compris à des personnes qui vont payer beaucoup plus, forcément, la plupart de la population va payer beaucoup plus en impôts que ce qu'elle reçoit en revenu universel, me semble pas être une mesure particulièrement utile ou particulièrement lisible. Je pense il y a quand même plus un objectif d'essayer d'avoir le bulletin de salaire, la feuille de paye, le salaire net chaque mois le plus élevé possible, et donc réduire ce salaire net pour ensuite recevoir un chèque d'une caisse de sécurité sociale chaque mois, me semble pas être un bon système et peut même en fait correspondre à une vision d'un espèce d'hyper-morcellement du travail qui rendrait impossible de s'appuyer sur la feuille de paye, finalement sur le statut salarial, alors même que ça reste quand même la réalité pour l'immense majorité des travailleurs. Et comme je disais tout à l'heure, il faut essayer de faire en sorte que ça reste la réalité. Donc, pour toutes ces raisons, je me méfie un peu des versions un peu extrémistes du système du revenu universel, qui en plus parfois sont aussi une façon de dire, bon voilà, vous prenez ce revenu-là, et puis maintenant il n'y a plus de... Après, vous vous débrouillez, quoi. Il n'y a plus de système de santé publique, système d'éducation. Moi, je crois plus à un système basé sur l'accès aux biens fondamentaux, d'éducation, de culture, de santé, et parfois le revenu universel peut être une façon de s'en écarter. L'héritage pour tous, donc le patrimoine de tout le monde. Alors moi, je proposais 120 000 €. Alors c'est un montant comme ça. Alors beaucoup de gens, j'ai eu des discussions étonnantes dans certaines interviews de personnes qui m'ont dit, mais quand même, 120 000 € là, pour tous ces enfants des classes populaires, est-ce que ça ne va pas diminuer leurs incitations au travail quand même ? Et puis, est-ce qu'ils vont savoir quoi en faire ? Donc, est-ce qu'il ne va pas falloir mettre des limites ? Donc, j'ai eu des questions comme ça d'un quotidien français, je vais le nommer, puisque ça a été publié par ce quotidien, il s'appelle L'Opinion, qui se décrit comme libéral. Et donc, ça les inquiète beaucoup, quoi, la liberté des enfants des classes populaires et des classes moyennes, alors que quand il s'agit d'héritiers qui reçoivent des millions ou des dizaines, parfois des centaines de millions d'euros tout en haut de la distribution, là, ça ne leur pose aucun problème. Il n'y a pas besoin de mettre le moindre contrôle de ce qu'ils vont faire avec l'argent. Ce sera forcément très bien. Bon, c'est quand même un peu bizarre. Je pense que, moi, là, dans le système que je propose, si vous regardez les détails, vous verrez que ça reste, je pense, assez modéré. C'est-à-dire que, en gros, quelqu'un qui s'apprêtera à recevoir 1 million d'euros dans le barème que je propose va recevoir 500 000 ou 600 000, et quelqu'un qui s'apprêtera à recevoir 0 va recevoir 120 000 €.
bon, il reste encore énormément d'inégalités face à l'héritage. On pourrait très bien vouloir aller beaucoup plus loin que ça. Alors, dans le système que je propose, c'est financé en partie par l'impôt successoral, mais en partie par l'impôt annuel sur le patrimoine, qui, je pense, est en fait mieux accepté et plus acceptable, en tout cas sur une masse importante, que l'impôt successoral. Enfin, les deux sont utiles, mais je pense que l'impôt annuel sur la propriété est quelque chose qui est potentiellement plus juste et permet aussi de refaire circuler la propriété de façon plus graduelle et plus permanente, finalement, que l'impôt successoral, surtout dans les sociétés où on vit très longtemps. Enfin, on ne va pas attendre que Mark Zuckerberg ait 95 ans pour le faire participer au financement du bien commun. Bonsoir, Monsieur Piketty. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était très enrichissant. Il a fallu s'accrocher, mais c'était très intéressant. Écoutez, je me permets de vous poser une question parce que c'est un sujet qui est très important, notamment dans cette époque. Mais ce n'est pas ressorti dans votre présentation, c'est pour ça que je me permets de vous la poser. On s'aperçoit qu'à partir des années 60-70, on a eu, en fait, avec l'accroissement des fonctions de l'État social, qui a permis par conséquent aux enfants de la classe laborieuse d'accéder à la mobilité sociale, on est en quelque sorte sorti du clivage entre les capitalistes et le prolétariat. Et on se rend compte qu'en fait, le débat sur les inégalités socio-économiques se sont en quelque sorte genrés et se sont également ethnicisés. Alors, par rapport à ça, comment est-ce que vous vous positionnez sur ces sujets-là et est-ce que vous préconisez des solutions en fonction des catégories ethnosociales pour réduire ces inégalités socio-économiques macro-sociétales, du moins en Europe? Alors, au même moment où il y a l'abandon d'un certain programme de redistribution à partir des années 80-90, c'est vrai que les sociétés européennes sont devenues des sociétés beaucoup plus diverses dans les origines que ce qu'elles n'ont jamais été auparavant. Ce qui en soi est une excellente chose, mais ce qui, comme vous le savez, a été exploité par un certain nombre de forces politiques pour essayer de transformer une partie des populations en bouc émissaire de tous les problèmes. Et c'est vrai que ça a pris des proportions, et ça prend aujourd'hui des proportions dans mon pays, en France, mais ailleurs, aussi en Europe et en Suisse aussi, je le sais, qui sont extrêmement inquiétantes. Moi, ce qui me paraît important, dans, par exemple, les débats qu'il y a eu en France sur les questions de foulard ou les questions d'islam, par exemple, c'est de remettre toujours le débat sur les questions de justice économique et de justice sociale. Donc, en particulier, il y a clairement, en France au moins, et je pense que ça va au-delà de la France, un problème de discrimination sur les personnes qui n'ont pas les bons prénoms ou les bons noms, pour dire les choses simplement. Donc il y a beaucoup d'études en France où on voit très clairement, vous avez le même niveau de diplôme, exactement dans la même école, le même CV, enfin il y a plein d'études avec des CV anonymes, vous avez un prénom ou un nom arabo-musulman, vous n'avez aucun entretien d'embauche, quoi. Vous avez 10 fois moins d'entretien d'embauche que celui qui a le bon nom et le bon prénom. Donc ça, c'est quelque chose, il faut se donner les moyens d'abord d'observer, d'objectiver ce phénomène, c'est-à-dire d'avoir un observatoire public permettant d'observer l'évolution de ces pratiques discriminatoires et de se donner ensuite des moyens en termes de sanctions juridictionnelles, de poursuites permettant d'y mettre fin. Donc je pense que c'est très important de mettre le débat sur ce terrain-là et en même temps d'avoir aussi une ambition plus générale de réduction des inégalités au niveau des inégalités de propriété, j'en parlais là, et au-delà sur la question de la justice éducative sur laquelle je veux dire un mot parce que y a cette promesse, disons, qui a été faite aux classes populaires d'accéder à l'éducation, d'accéder à l'emploi, parfois, c'est quand même aussi une immense hypocrisie. C'est-à-dire que là, vous avez aux États-Unis des données qui sont quand même assez étonnantes, qui viennent de travaux de mes amis Rachetti, Emmanuel Saez à Berkeley, qui ont pu appareiller les données de sécurité sociale des étudiants avec les numéros fiscaux des parents. Et vous voyez le percentile de revenu parental par rapport à la probabilité d'accès à l'enseignement supérieur, vous avez quasiment la première bisectrice allant de 0 à 100%. Alors pas exactement, parce que quand vos parents sont pauvres, vous avez quand même 25% de chance, et quand vos parents sont riches, vous avez seulement 95% de chance d'aller à l'université.
Et en plus, là, c'est quand vous y allez en haut, vous allez à des bien meilleures universités qu'en bas. Et donc, parfois, ça se conjugue avec des inégalités à la fois raciales, sociales. Mais là, il y a quand même un niveau d'hypocrisie entre un espèce de discours sur la méritocratie, l'égalité d'opportunités, etc., et puis la réalité de ce qu'on a. Alors ça, c'est aux États-Unis où on avait un système d'université privée avec des frais d'inscription extrêmement élevés. Mais un système public comme en France peut aussi avoir des inégalités. Donc là, c'est une autre façon de représenter l'inégalité. Cette fois-ci, là, je range ce sont les élèves. En gros, là, c'est la cohorte qui sort actuellement des études, enfin qui a 20 ans en 2018, en prenant les enquêtes dont on dispose sur les différentes trajectoires scolaires et en faisant des hypothèses sur les années qui viennent et en prenant les frais, les coûts publics des différentes filières. Ce que vous voyez, pour résumer, c'est que le coût moyen pour un élève en France actuellement qui sort actuellement du système éducatif, l'investissement public moyen, c'est environ 120 000 euros, qui correspond à une scolarité allant de la maternelle au supérieur. Mais ça va de 60-70 000 euros pour certains à 250-300 000 euros pour d'autres. Donc ceux à 60-70 000 euros vont être les personnes qui vont quitter le système public ou le système scolaire à 17-18 ans. Les gens vers 100-120 000 vont être les personnes qui vont faire du supérieur court ou des filières universitaires pas très bien financées. Et puis en haut, vous avez du supérieur long dans des filières de type classe préparatoire aux grandes écoles, avec des investissements publics 3 fois plus importants par tête. Et donc là, vous avez quelque chose où finalement il y a un écart de 200 000 euros d'investissement public reçu entre le bas de la distribution et le haut de la distribution. Et donc là, la promesse d'égalité faite aux classes populaires, enfin, il y a quand même un niveau d'hypocrisie et je dis pas, la question est compliquée, parce que c'est vrai que quand on était à l'époque de l'enseignement primaire ou secondaire, il y avait un programme égalitaire simple qui était de dire on va amener 100% d'une classe d'âge à la fin du primaire, puis 100% d'une classe d'âge à la fin du secondaire. C'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans le monde du supérieur, c'est plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas juste dire 100% d'une classe d'âge au doctorat. Vous êtes obligé d'accepter une forme de stratification éducative permanente. Il y a une diversité de filières qui est légitime, en partie. Et donc il faut construire une norme de justice éducative et c'est un défi nouveau. Moi, j'essaye d'insister aussi de ça dans mon livre, c'est que si on n'arrive pas à résoudre nos problèmes inégalitaires, c'est pas seulement qu'il y aurait un complot des plus riches ou des paradis fiscaux, je ne sais pas, qui empêcherait que tout se résolve. C'est vrai aussi qu'il y a des égoïsmes qui bloquent parfois, mais il y a aussi un défi intellectuel face à des défis qui sont nouveaux sur l'enseignement supérieur, sur la mondialisation financière et digitale. Et là, sans doute, la solution, ça passe, il faut se donner des moyens cognitifs et collectifs permettant de vérifier ce que font les gouvernements, enfin de la même façon que sur les discriminations dont je vous parlais à l'instant. Là, sur la justice fiscale, on s'est donné, par exemple, on a inventé des notions de barème progressif avec des taux d'imposition appliqués à des niveaux de revenus de capital. Bon, ce n'est pas des systèmes parfaits, mais au moins ça permet aux différents membres de la société d'avoir un peu une base objective pour comparer les uns les autres, dire voilà, toi tu as le même revenu, on paye le même taux, toi tu as un revenu plus élevé, tu payes un taux plus élevé. C'est loin d'être parfait, mais par rapport à un système fiscal d'ancien régime où on allait fixer une masse d'impôts pour la Bretagne, une masse d'impôts pour le Limousin, et on allait demander au trésorier payeur général, enfin de l'époque, ou au fermier général de répartir tout ça entre... Actuellement, dans l'éducation, je ne dis pas que les inspecteurs de l'éducation nationale, c'est la même chose que les fermiers généraux d'ancien régime, mais disons qu'ils bricolent, quoi, pour résumer. C'est-à-dire qu'on a des critères, par exemple, sur les zones d'éducation prioritaires, on va faire du multicritère, on va mettre une petite prime par là, hop, en oubliant complètement qu'au passage, dans les zones d'éducation prioritaire, vous avez 30 ou 40% d'enseignants contractuels, alors que vous en avez 0% dans les centres-villes. Vous n'avez que des enseignants en début de carrière, finalement, beaucoup moins expérimentés, beaucoup moins bien payés par la puissance publique. Et à la fin des fins, je cite des études dans mon bouquin montrant que le salaire moyen par enseignant en France est d'autant plus élevé que le pourcentage d'enfants favorisés est important au niveau de l'école primaire ou du collège ou du lycée. Donc, on bricole. Et il va falloir inventer des normes de justice éducative qui passent forcément par une certaine quantification je ne dis pas que c'est exactement cette courbe qu'il faut suivre, mais il va falloir pouvoir à un moment sortir juste des discours de bonnes intentions et pouvoir mesurer et dire, c'est quoi votre objectif? Est-ce que ça, c'est le maximum qu'on peut faire? Est-ce que vous n'avez pas envie de l'aplatir un peu, cette courbe? C'est quoi votre objectif dans 5 ans? Montrez-nous ce que vous avez fait en 5 ans et on va voir si on continue comme ça ou pas. Actuellement, il y a plein de bonnes volontés sur la question de l'égalité face à l'éducation, mais on manque de moyens permettant de s'accrocher à des cibles, des choses vérifiables, sanctionnables, pour faire émerger
finalement plus de justice. Je pense que nous allons devoir nous arrêter là. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes, à la fois dans cette salle et dans les autres salles, qui sont déplacées fort nombreuses pour écouter Thomas Piketty. Et je voudrais surtout remercier Thomas pour cette conférence très passionnante. Merci beaucoup.